quand il dit tant qu'une affaire, tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. Là, grand frère, c'est une manière d'attirer l'attention de la CPI. C'est comme si ils sont en train de tourner avec l'affaire et ils se rendent complices de ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Comme si cette crise, ils l'oublient, ils maintiennent le flou et puis ils laissent les choses se passer sans continuer. Mais c'est 10 ans notre président a fait à la CPI. Il faut continuer la justice. Et il revient, on entend 15 ans, 5 ans, plus encore, rien n'est fait. On laisse le sujet comme cela. Donc, quand vous ne voulez rien faire, moi quand je regarde le président Laurent Gbagbo, quand vous ne voulez rien faire, moi je vais attirer votre attention par mon avocat pour que vous réouvrez le dossier. Parce qu'on a l'impression que vous êtes en train de fermer le dossier. Une autre chose qui a plus attiré mon regard, dans la lettre, il est revenu sur la crise politico de 2000, notamment sur la rébellion de 2002, et ensuite sur la crise post-électorale. Quand on regarde tout ceci, c'est comme s'il a pris tout depuis le départ, depuis le début. Parce que quand tu regardes bien la CPI, eux veulent s'arrêter où? Sur une affaire de crise post-électorale de 2010-2011. Mais non. Où ça a commencé et puis où on s'en va? C'est-à-dire le président, il a tracé le chemin. Où ça a commencé, où on doit prendre le débat, et puis où on s'en va. Votre affaire de braquage de BCAO là, oubliez ça. Oubliez ça. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de prendre pour venir remettre ça en selle. Pour venir essayer de contourner le débat. Non. Donc, il y a aussi la critique des acteurs internationaux. J'aimerais, parce que je sais que mon temps va arriver, mais quand Gbagbo évoque le rôle de l'ONU et de certains pays occidentaux dans la précipitation des élections qu'ils considèrent comme ayant aggravé la crise, mais c'est normal. Parce que cette crise-là, on a vu beaucoup de choses. Beaucoup de pays s'ingérer dans cette crise. Beaucoup d'acteurs même qui se disent des hommes de paix, mais ce sont eux-mêmes qui sont venus aggraver la situation. Donc, en clair, dans ma première prise de parole, moi, c'est ce que je vois d'abord. Après, je pense qu'on va parler des hommages aux victimes, mais, il est en train d'étaler tous ceux qui sont à la base de cette crise et les mettre à nu aux yeux du monde entier. Donc, on attend qu'est-ce qu'ils vont nous dire par la suite et qu'est-ce qui va se passer. Voilà ce que j'aimerais dire dans ma première prise de parole. Merci, grand frère Hans, je suis là. Wow, super, Golden, merci. Très bonne analyse. Reste avec nous, hein. On n'a pas fini la lettre, c'est 4 pages. On va décortiquer. Il y a des points importants qui, moi, le président a cité des noms, hein. Ouais, il a cité des noms clairement définis. Voilà. Il appelle à la justice, mais il cite des noms. Donc, il cite des contemporains de ce qu'il y a lieu, de ce qui s'est passé. Donc, les gens qui étaient pressés, ceux qui ont dit que si eux ils parlent, Gbagbo va être condamné à 50 ans là. Là, non, on a dit ça dedans. Ils vont aller condamner Gbagbo. Non, c'est pour rigoler. Mais il y a des points clés sur lesquels le président a mentionné qu'on va revenir là-dessus. Bounty. Est-ce que tu as? Bounty. Allô? Ouais, je suis là. Bonsoir. Donc, Oui. Alors, bonsoir Annie. Bonsoir à toi-même, Hans, La Blouse, Tanguy. Je vois pas bien Orience, Golden, Aïlé, Bobo. Bonsoir tout le monde. Alors, moi je vais rebondir sur la première partie. Hein. Le président, on l'a dit, hein, mais je vais revenir. Le président, il a établi des premiers faits en fait. Il a fait la chronologie des choses. Ça a commencé par la découverte de ce charnier et il a usé une fois de plus de sa transparence en mettant tout en œuvre pour que le procès se passe de façon équitable, soit connu de tous, afin que la lumière soit faite sur les différents responsables de ce charnier-là. Au sortir de là, les gendarmes en question, les mises en cause ont été innocentés. D'accord. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Normalement, quand on revendique quelque chose et que à la suite de ça, on se rend compte que cette chose qu'on a revendiquée, elle est fausse, on s'abstient. Mais derrière, les gens ont continué. On continue leur action. Il y a eu des attaques et tout jusqu'à ce que le président Gbagbo rentre de l'Italie. En fait, en le disant, il nous amène à comprendre que les gens, en fait, ils avaient déjà établi leur plan. Ils avaient déjà tout établi. Il y avait une chronologie qui était là. Ils attendaient juste le bon moment, que je vais appeler le kairos,
pour passer à l'action. Donc, les revendications, là, elles étaient infondées. C'est aussi simple que ça. Voilà. Quand un certain Adolphe, pour pas dire son nom, avait émis de mettre toute l'Europe sous sa tutelle, il a commencé par un fait banal. Hein. Il a envoyé ses gars pour aller brûler la Reichstag, qui est le Parlement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accusé les communistes. Et derrière, puisqu'ils étaient déjà majoritaires au Parlement, ils ont éjecté les communistes et ils ont pris la totalité du Parlement pour ensuite asseoir sa politique pour réaliser son fantasme. Donc, on est dans le même cas de figure. Les gens, ils avaient déjà en tête une rébellion. Mais on ne peut pas venir parler de rébellion sans revendiquer une cause. Donc, il fallait passer par ce charnier-là, en fait, pour mettre en exécution notre plan machiavélique. Voilà, donc les gens, ils n'avaient aucune, on va dire, aucune cause, sinon ils n'avaient aucune raison d'attaquer la Côte d'Ivoire. Mais comme ils avaient déjà prévu ça, ils ont attaqué. Maintenant, quand ils parlent de la proximité des événements, mais ils nous montrent ici qu'ils n'ont à aucun moment, ils l'ont laissé travailler. Donc, quelqu'un que tu n'as pas laissé travailler, comment est-ce que tu peux venir l'accuser de, il n'a pas travaillé, il n'a pas, comment on appelle ça, mis en sécurité les Ivoiriens, alors que, fraîchement élu, il a été attaqué. Donc, tout ce qui s'est passé n'est ni le fait de Gbagbo, ni le fait de son gouvernement, mais au fait de ces rebelles qui avaient déjà prévu tout pour attaquer la Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là, merci. Merci, Bounty. Très belle analyse. Et puis les exemples que tu as pris sur le gars là, c'est exactement, c'est bon, c'est un bon lien, quoi. Effectivement, merci. C'est qui? La blouse, non? La blouse. Et tu es là? Oui, je suis là. Vas-y, frère. Merci beaucoup, frère. Bonsoir Tanguy, bonjour Bobo, Annie, Gouti, Aile et Golden, et puis rien. Moi, vraiment, merci Golden. J'irai dans la même veine que Golden. Mais à ma façon, je vais expliquer. Parce que, vous voyez, ils ont été très malins, eux. Eux, ils ont circonscrit la crise. C'est-à-dire, ils ont délimité ça à partir de 2010. Mais le président Gbagbo, si vous vous souvenez très bien, il a dit dans la crise que nous sommes, et pas de depuis 2002. Ah, ça, 2000. Il a dit depuis des années. Si vous voulez avoir une paix réelle, toutes les crises qui ont commencé à partir de 2000, il faut les mettre sur la table. Donc, dans le premier paragraphe que tu viens de lire là, c'est fait exprès, c'est fait à dessein, pour que tout ce qui a été fait pendant sa prise de pouvoir soit mis sur la table. Alors que eux, comme ils savent qu'à cette époque, ils ont commis des crises, ils ont commis des gaffes qu'ils veulent cacher. Donc, du coup, ils savent circonscrire cette crise-là à partir que de la crise électorale. Donc, voilà. Parce que là, si tu vas dans le deuxième paragraphe, ou bien, je ne sais pas, l'entête même, il dit, pour avoir une paix réelle, il faut qu'on fasse la justice. Mais la justice ne doit pas être faite qu'à partir des élections 2010. Parce qu'il y a eu aussi des gaffes qui ont été faites à partir de 2000. Il a été accusé en 2000. Pourquoi il a donné cette précision au niveau je sais pas, des forces communes et autres là? Mais parce que ces délais est parti, toutes les tueries, les galis que la Côte d'Ivoire a connues. Et il a démontré encore, si tu te rappelles très bien sur les panels à l'époque, quand tu leur parles que la vraie crise a passé en 2000, non, ce qui s'est passé à la CPI, c'est au niveau des élections. Mais pourquoi? Parce qu'il fuyait toutes ces crises en 2000. Heureusement que le frère l'a rappelé tout à l'heure, Golden. Parce que là-bas, ils ont beaucoup plus à faire du tort à la Côte d'Ivoire. Parce que tous les procès qui se sont passés à cette époque, ils les ont tous perdus. Ils les ont tous perdus. Même je ne sais pas comment j'appelle ça, ces forces communes, non, le truc de charnier, ils l'ont perdu. Les gendarmes ont été relâchés. Mais ils n'ont jamais voulu mettre ça sur la table parce que ça va leur faire une défaveur au niveau de la politique. C'est pour ça que le président Gbagbo répare sur l'année 2000 pour ramener tout le monde à la table pour qu'on discute de tous ces problèmes-là qui partent de 2000 jusqu'à la poste électorale. Parce que la poste, c'est juste une élection où ses amis se sont invités là-dedans pour circonscrire la chose pour que Gbagbo soit au moins défavorisé parce qu'on dira oui, c'est lui qui a refusé d'être combattu, qui a refusé d'avoir perdu les élections. Voilà pourquoi la crise a éclaté. Or, la crise est partie depuis de 2000 et eux refusent d'entendre ça. Donc moi, je pense que s'il a fait à dessein pour qu'on répate sur les bases même d'où vient la crise avant de venir en 2010. Donc ça a été un peu fait à dessein pour qu'on comprenne un peu que tous ceux qui ont dit n'importe quoi à son sujet
à partir de 2010, comprendre que cette histoire de 2010, ça a été un complot à son encontre. Mais la vraie crise commise en Côte d'Ivoire, débutée en Côte d'Ivoire, est partie depuis son accession au pouvoir. Parce que bien avant, il y avait des crises. Mais pourquoi ça a accentué? C'est dès qu'il a pris le pouvoir parce que eux, là, l'international, là, ils n'ont jamais souhaité que ça soit lui. Mais ils l'ont dit eux-mêmes. C'est une erreur qu'ils ont commise, le fait de le voir. Ils ne l'ont pas vu venir. Et donc, quand ils ramènent cette crise, ils ramènent ça sur la table de 2000. Moi, je comprends déjà le plan Gbagbo pour que tout soit nettoyé. Et si vraiment on veut accéder à une paix réelle, il faut que tout parte à partir de 2000, qu'on mette tout sur la table. Et puis, bon, on règle le problème pour une bonne fois. Donc, voilà un peu ce que moi j'ai compris. Et je sais que ça sera à leur défaveur. Ça, je sais très bien. Si vraiment on part jusqu'en 2000, je crois qu'il y a plus de gaffes qu'ils ont commis là-bas qu'en 2010. Merci. Merci la blouse. Merci beaucoup. Haïlé, avant de passer la parole, je voudrais revenir sur quelques points de la lettre du président. Il y a 2 points qui m'ont un peu interpellé. Vous voyez, quand la rébellion se fait et tout ça, le président dit la chose suivante. Il y a eu un balai diplomatique. Donc, on sait, à Accra, il cite qu'il y avait le général Yassine Bey Yadema qui avait été désigné et tout ça, comme médiateur et autres. Et puis, bon, ils sont partis à Makoussi et tout ça. Mais ce que je tiens à préciser, déjà dès Makoussi, la question du désarmement avait déjà été évoquée. Et le désarmement déjà s'est fait le 15 décembre, je crois, 2003. Makoussi, c'était en janvier, si je ne me trompe. Et le devait se faire le 15 décembre 2003. Qu'est-ce que Makoussi a fait? Makoussi a demandé à Laurent Gbagbo de céder une partie de ses pouvoirs à un premier ministre, ou bien même de céder tout son pouvoir à un premier ministre. Voilà, parce que ce premier ministre-là, il devenait inamovible, il ne répondait plus aux décisions de Laurent Gbagbo, et bien plus, il avait la latitude de mener à bien le processus, soi-disant de réconciliation. Donc, ils ont dit à Laurent Gbagbo, il faut que tu leur cèdes des ministères, il faut que tu leur cèdes certains postes ministériels qui devaient leur revenir. En contrepartie, les gens allaient désarmer. Les gens ne désarment pas. Et ça, personne n'en parle. Vous voyez, lui, il joue la carte du règlement par la négociation, mais surtout, il lâche du lest. Il entend faire exactement ce que les accords lui recommandent. Eux ne le font pas. On continue, mais vous voyez que les gens ne parlent pas de ça. Donc, il dit quoi? Il dit que d'un groupe, il y avait les rebelles. Il a cité, il a parlé de Ibé, Chérif Ousmane, Ouattao, Thio Fouzier, tout et tout. Et puis, d'un autre côté, il y avait Tapé Koulou, Bleu Goudé et ses amis. Et puis, cite Bleu Goudé. En fait, quand il dit Tapé Koulou et ses amis, Bleu Goudé, le président, il a quelque chose, hein. Tapé Koulou et ses amis, Blé Goudé, Serge Kassi, et ça veut dire que le vrai patron, l'initiateur, c'est lui-même qui a pensé à la galaxie patriotique, là. Il s'appelle Tapé Koulou. Parce que le président dit Tapé Koulou et ses amis, Blé Goudé, Serge Kassi et autres là, ont organisé une grande mobilisation populaire contre la guerre et contre la rébellion. Donc, il y a 2 factions. Il y a la rébellion avec Soro Guillaume, l'Océnie et tout ça, ceux-là qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Maintenant, mais ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire là, ils sont venus avec les armes. Maintenant, il y a un groupe en face qui a eu à faire front, mais par quoi? Par des mobilisations. Tu vois? Par des marches. Donc, nous là, pour répondre à l'attaque des rebelles, on a utilisé des mobilisations. Alors que eux, ceux que j'ai cités là, ils sont venus par la guerre. Mais il y a ce que le président dit. Il dit, voyant que tous les balais diplomatiques ne donnaient pas de résultats, j'ai pris sur moi, avec l'aide de Thabo Mbeki, président sud-africain, de décider de 2 choses essentielles. Permettre, c'est là où il a touché quelque chose. De 2 choses essentielles. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a remarqué que tout ce qu'on a fait depuis 2003 jusqu'à 2007, parcourir les capitales, discuter, n'aboutissait à rien. Pourquoi? Parce que les gens ne touchaient pas le nœud du problème. Et lui, à force de parcourir les capitales, il a fini par comprendre réellement quel était le problème. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, on va pas s'embarrasser des fioritures. Il dit, permettre à Alassane Ouattara de se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Parce que c'était l'une des revendications. On tournait en rond, mais c'était ça. Chérif Ousmane nous l'a dit clairement. Leur lutte, Soro l'a dit aussi clairement, après la rébellion, leur lutte, mais c'était de permettre à Alassane. Donc, le président dit, la guerre qu'ils ont commencé depuis 2000, là, moi qui viens d'arriver, et 3 mois après, on me fait coup d'État, après même une rébellion, là, voici l'une des revendications, c'était de permettre à Alassane Ouattara d'être candidat, alors qu'on sait très bien que la loi ne le lui permet pas. Et c'est parce que il ne respecte pas la loi, parce qu'il viole
constamment la loi, c'est ça qui a emmené la guerre, que ce dans quoi nous sommes. Et c'est ça qui nous permet de faire un quatrième mandat. Donc le président, il va remettre ça sur la table pour dire, j'ai pris 2 initiatives, qui étaient de permettre à Alassane Ouattara de se présenter, parce que ça a été la revendication clé, la revendication majeure. Si j'accepte cette revendication, pour moi, il n'y a pas de problème. Et puis engager un dialogue direct avec le chef de la rébellion. Mais c'est clair, puisque tous ceux qui sont là, c'est pas eux, véritablement, les menants, ou les meneurs, pardon. Donc, il dit qu'il engage un dialogue direct qui va déboucher sur l'accord de Ouagadougou. Ce qui vient est très intéressant. Le président dit on a fait la flamme de la paix. Après quoi, il a promis de faire des tournées dans le pays. Et puis, il ne restait plus qu'à procéder au désarmement, puis aux élections. Je vais vous ramener à un article où le désarmement devait se faire 2 mois à 3 mois avant les élections. Donc, le désarmement devait se faire, je crois, en juillet, avant les élections. Il était question de réencasiner, je crois bien, la plupart des rebelles et tout ça, mais ça allait coûter 3,5 milliards. Et ça, c'est le général Soumaïla Bakayoko avec Guillaume Soro, le DDR, merci Tanguy, qui en avait fait cas. Voilà. Maintenant, moi, je vous pose la question. On a trouvé 20 milliards pour faire l'élection. Ces 5 milliards, la communauté internationale ne pouvait pas financer pour faire le désarmement. Ils n'ont pas fait ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la pression sur Laurent Gbagbo pour dire que, à force de reporter les dates d'élection en élection, eux, ils commencent à être exaspérés par ce fait-là et vont commencer alors à fermer tous les petits... en tout cas, à fermer tout ce qui pouvait rester au président Laurent Gbagbo comme alternative pour pouvoir faire fonctionner le pays. Donc, ils allaient lui couper les vivres, en quelque sorte. Ils allaient le couper. Et puis, n'oubliez pas que les rebelles étaient encore en armes et il n'y avait pas eu de désarmement. Les gens pouvaient à tout moment faire des descentes dans des villes et massacrer les populations. Donc, il est tenu par le chantage de faire massacrer les populations par les rebelles, mais surtout, il y a une forte pression de la communauté internationale, et vous allez voir que même Blaise Compaoré, qui était le garant de l'accord politique de Ouaga, avait fait, comment on appelle ça, cette sortie-là, que j'ai retrouvée, il a dit quelque chose. Je vais vous retrouver ça. Il a dit, pardonnez, il faut que je retrouve. Il y a tellement de trucs couverts devant moi ici. Il a fait une sortie que j'ai trouvée assez grave quand même. Parce que, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils disent que le fait de ne pas aller aux élections était du fait de Laurent Gbagbo à s'opposer à ce qu'on organisait les élections. Et Laurent Gbagbo usait de ruses pour reporter les élections à chaque fois. C'est pas vrai. Le président n'utilisait pas de ruses pour reporter les élections. Le président a toujours insisté. C'est pour ça qu'on n'est pas allé véritablement même aux élections 2005. On n'a pas organisé les élections 2006, 2007 et autres. Parce qu'il a exigé à chaque fois que le désarmement soit impréalable. C'est pour ça qu'on sinon on peut faire les élections en 2006, on peut faire les élections en 2007, même en 2008, même en 2009 et tout ça. Voilà. Mais il a exigé clairement que le désarmement soit fait avant. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que la communauté internationale, même Blaise Compaoré, qui était le garant de l'accord politique de Ouaga, tout cela, au lieu de s'évertuer à trouver les ressources et les moyens nécessaires pour faire le désarmement qui était prévu 2 à 3 mois avant l'élection, parce que techniquement ça a été possible. Et ils ont fini même de faire le budget pour cela. La communauté internationale n'a pas jugé utile de décaisser les fonds pour faire le désarmement, mais ils ont plutôt poussé le président dans le dos pour aller faire les élections en stipulant que, bon, donnant des garanties à 2 balles. Donc le président savait plus ou moins à quoi s'en tenir. Mais est-ce qu'il avait vraiment le choix? Parce qu'il va l'expliquer dans la lettre. Ok? Mais moi, ce qui m'a intéressé ici, et c'est là que je vais susciter pour donner la parole, c'est que il a mis les pieds dans les plats pour dire que les revendications de la rébellion, c'était de permettre à Alassane Ouattara d'être candidat. Et comme il n'a pas pu faire le désarmement, on allait donc au premier tour. Il a gagné, 38%, tout et tout. Maintenant, au deuxième tour, il dit que Ouattara et puis lui se sont proclamés vainqueurs. Mais la différence, c'est laquelle? La différence, c'est que lui, Laurent Gbagbo, mais il a été déclaré, proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel. À partir de là, c'est fini, il n'y a plus de discours. Mais est-ce que les gens l'ont entendu de cette voix? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme on a l'habitude, ils ne respectent pas les lois. Ils ont fait quoi? Ils sont allés outre la décision du Conseil constitutionnel. Et puis, on est tombé dans une guerre. Quand le président dit ça, vous voyez, tout ce passif-là, c'est ce qui nous donne le 4e mandat. Quand on finit de juger Laurent Gbagbo, uniquement sur la question de la crise post-électorale, alors que quand on remonte plus loin derrière,
il y a eu des antécédents qui ont fait qu'on est arrivé à la crise post-électorale. Parce que pour arriver à la crise post-électorale, là, il y a quelqu'un qui a envoyé la guerre et qui a poussé qu'on aille aux élections avec les armes et lui comme étant candidat. Parce que la revendication de cette rébellion-là, c'était que lui soit candidat. Si on fait rébellion pour que tu sois candidat, c'est la guerre, on va pas faire pour que tu sois président. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il n'a pas été déclaré vainqueur. Celui qui a été déclaré vainqueur au sorti des élections de 2010, là, c'est Laurent Gbagbo. C'est ça. Donc, si normalement, on devait s'en tenir à la loi, on devait respecter ce que la Constitution ou la loi dit, il n'aurait jamais eu de crise post-électorale. Il n'aurait jamais eu de mort. Il n'aurait jamais eu ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contesté ça. Mais ils ne se sont pas arrêtés à la contestation. Ils ont fait descendre une autre armée. Alors que la Côte d'Ivoire a une armée républicaine qui est là, avec un commandement en bonne et due forme, qui agit sous les codes de la République. Mais l'autre armée qui est descendue là, vient d'où? C'est ça. Parce que c'est ça qui a entraîné le conflit. Et le conflit a été en griffe légitimé par l'ONU. Parce que le président parle. C'est l'ONU qui donne maintenant l'onction légale pour mettre de côté les rebelles, pour dire à la France, à la CEDEAO, à tout ce que vous savez là, de bombarder. Donc ce que le président Laurent Gbagbo dit ici là, ça veut dire que c'est vous qui implicitement, parce que vous n'avez pas pris le soin de juger cette affaire-là, c'est ça qui fait que Ouattara, aujourd'hui, est en train de faire le 4e mandat. Et comme sur le plan international, c'est vous qui le soutenez, je reviens alors, donc j'active le levier international, j'active le levier de la justice, en fait. Parce que pour que tout ça soit, il a fallu qu'on ne juge pas Ouattara. Il a fallu qu'on oublie tous les mots, la rébellion et tout ça. Par exemple, ils ont travaillé à créer ça. Donc, ce que le président est en train de faire ici, là, mais c'est, non, de vous à moi. Est-ce que vous êtes sûr que eux, ils s'attendaient à ce que le président Laurent Gbagbo ouvre la porte sur le volet de la CPI? Qui pensait à ça? Mais c'est une pression constante et ça donne la diarrhée. On vous assure, ça donne la diarrhée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu viens faire investiture, là, il y a casserole, il y a les casseroles qui sont derrière là. Et l'investiture que tu fais, mais c'est partant du fait que il y a eu un coup d'État. Donc, quand on met la CPI, parce que quand le président indexe la CPI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui donnez, en fait, il rend un peu responsable. C'est-à-dire, implicitement, il dit que la CPI est complice aussi de ce qui est en train de se passer, non seulement du lot de morts qu'il y a eu, mais aussi de ce que Ouattara a fait un viol du 4e mandat et qui entraîne toujours des morts. Donc, si la CPI, normalement, veut montrer encore son impartialité, si la CPI veut faire la lumière sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, elle doit réjuger tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire si elle est saisie. Donc, ça veut dire quoi? Ah, donc la lettre du président, là, c'est juste une lettre. C'est une bombe. C'est plus qu'une bombe même. C'est une bombe. C'est plus qu'une bombe. C'est plus qu'une bombe. Non, ce n'est pas que en fait, c'est pire qu'une bombe parce que qu'est-ce que ça crée en définitive? Regardez. Hein? Satan, il a mis ça dans les mains. Mais tu fais ton investiture qui est censée être reprise par les médias internationaux. Le même jour, on annonce que tu dois aller à la CPI. Quand les États-Unis ou la CPI lance mandat d'arrêt contre Poutine, pourquoi ils le font? Qui peut arrêter Poutine pour le mettre à la CPI? Bon, les moutons là, eux, ils ne comprendront jamais rien. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire qu'en fait, c'est une pression, mais qui ne dit pas son nom. Et c'est dans la continuité du 4e mandat. Donc, ils vont continuer. Vous savez, plus on l'accule sur tous les plans, parce que le président sait qu'en politique là, quand tu commences un combat, parce que le combat est basé sur quoi? Sur la dénonciation et sur la revendication. Tant que ce que tu... C'est comme un enfant, c'est comme une femme. Tu dis à une femme, tu es vilaine. Tous les jours, peut-être elle est belle, hein, mais tu dis, toi, tu es vilaine, tu es vilaine, tu es vilaine, tu es vilaine, tu es vilaine. À un moment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va croire qu'elle est vilaine. Donc, elle va prendre les dispositions pour que tu ne lui dises plus qu'elle est vilaine. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Le fait de demeurer dans la posture du non au 4e mandat, là, comme je le disais tantôt, ça va créer un conditionnement de la situation politique. Et puis, ce qui doit en découler va en découler. Mais, a priori, si, comment on appelle ça? Oh, il y a mes blessés. Mais si le président ne parle pas, tout ça est mort. Et c'est pour ça que nous, on ne comprend pas pourquoi c'est le président c'est sur Laurent Gbagbo, les gens tirent là. C'est ça que nous, on ne comprend pas. Parce que si Laurent Gbagbo se tait, c'est fini. Regardez la petite bombe qu'il a lancée là. Allez-y voir un peu.
Moi, je suis allé regarder un peu tout et tout, machin. Mel Tarty va remuer le coin dans ces jours-là. On a déplacé le débat. On l'a remis sur le volet international et il y aura les actions, les appuis qui vont suivre ça pendant qu'on va continuer de se battre sur le plan local en disant que nous, on ne reconnaît pas. Quand Gbagbo a été élu président, Ouattara dit ne reconnaît pas. Il dit, il reconnaît pas le président de Gbagbo. Est-ce qu'il n'est pas resté campé sur cette posture-là? Est-ce qu'il n'a pas dit que Laurent Gbagbo, c'est lui qui tient les gens du Nord? Est-ce qu'il n'a pas fait ça? Donc, il a continué dedans jusqu'à ce que ça crée le kiss pour former cette rébellion-là, pour faire tomber le président Laurent Gbagbo. Donc, ils sont très mal à l'aise quand nous demeurons dans cette posture. Parce que leur rêve, c'est que le président Laurent Gbagbo lâche du lest. C'est que, en fait, on abandonne tout. C'est pour ça que ils essaient non seulement de casser son espoir politique, mais aussi, ils ont trouvé la parade, c'est de le décrédibiliser. Quand vous voyez NCI, Life, regardez même le fait d'avoir parlé de la lettre. Allez-y voir les chaînes propagandistes du RDR. Vous voyez ce qu'ils font? Ils vont faire ce qu'on appelle, bon, moi, je n'ai pas ça du Gbagbo bashing, mais il faut décrédibiliser le personnage. Parce que ce qui donne de la contenance à Laurent Gbagbo, c'est parce que nous autres, là, on est là pour le suivre. Mais si toi, tu es découragé de quelqu'un, si l'image qu'il a auprès de toi ne vaut plus rien, c'est quoi il va te dire? Et puis ça te... Non, on n'est pas fatigué, hein, on peut jamais fatiguer. L'ANC a lutté pendant plus de 84 ans. Non, on n'est pas fatigué. Tant que le pays là ne nous revient pas, ceux qui sont fatigués là, ils n'ont qu'à descendre, ils vont partir. Nous, on peut pas, c'est pas. Donc quand le président fait ça, c'est une façon de dire maintenons constamment la paix. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre réellement? Moi, je me demande. Ouattara, il n'a pas lâché Joukan, mais lui, c'était du mauvais côté parce que lui, c'est les armes, c'est les meurtres, c'est l'assassinat et tout ça. Mais nous, Laurent Gbagbo, il nous a appris quelque chose, à être au taquet. Demain, là, parce que ça, il y aura demain, hein, ça c'est clair. Il n'y a que ceux qui pensent que la politique, bon, on s'assoit et puis plus rien ne nous arrive, comprenez-les. Ils sont pas intelligents. Voilà, comprenez-les. Mais nous, là, si le président, à l'âge qu'il a, il maintient la pression, il ne se fatigue pas. Vous le voyez, malgré le poids qu'il porte sur lui, malgré le poids des 10 années, d'abord à l'Aïe, ensuite à Korogo, malgré qu'il ait été ballotté, envoyé de gauche à tout ça, il est quand même là, il est dans le sang. C'est passé, ça va. C'est ça qui fait, c'est ça. Hey, quand l'ANC, avec les massacres dont je vous ai cités, qu'il y a eu, hein, le massacre de Sharpeville, la marche de Soweto, il y a eu plein de faits, de trucs comme ça. Et il a dit, moi j'ai respecté l'ANC. Parce que eux, ils avaient en face d'eux, mais une machine à broyer. Eux, c'était pas, vous n'avez pas vu comment il s'appelle, Steve, comment il s'appelle, Steve Biko. C'était des étudiants. C'était des gars qui donnaient de la voix, mais les gens, ils ont été arrêtés, torturés, mais comme c'est pas possible. Et à l'époque, là, il y avait même pas, les moyens de communication pour vraiment retranscrire ce qui se passait. À l'époque, il n'y avait pas ça. Pour savoir ce que les gens étaient en train de faire sur le terrain et tout ça. Quand il y a, par exemple, 2000 personnes qui sont emprisonnées, et puis le président met en place un collège d'avocats, tout et tout, pour travailler sur les dossiers, tout ça, c'est la pression du 4e mandat. Vous voyez? Mais si Laurent Gbagbo ne fait pas tout ça là, mais qui fait ça? Moi, c'est la question que je pose. Qui fait le... Bon, imaginons que le président Laurent Gbagbo, il fait plus tout ça. Plus personne ne viendra parler. Et puis c'est fini, Ouattara en roue libre. Donc, cette pression que le président met, c'est à nous de soutenir ça. Nous, on ne doit pas se fatiguer. Mais lui-même, il n'est pas fatigué. Puis nous, on est fatigué. On ne doit pas être fatigué. On dit non, les frères sont en prison. Mais qui a dit que la liberté là, elle n'a pas un prix, elle n'a pas un coût? La liberté là, tiens, c'est un coût. On ne dit pas que ceux qui sont en train de le payer méritent, mais c'est le prix. Et c'est quand tu abandonnes que alors tu rends vain le combat de tes amis. C'est quand tu laisses la lutte là. C'est que ceux qui sont en prison, ils ont été pour rien. Regardez depuis 2000, tous les Ivoiriens qui sont tombés. Et puis c'est maintenant ici, on avait dit non, c'est bon. Non, le pays même là, on l'a connu avec tout ce qu'on a vu et autres. Qu'est-ce que Ouattara va nous faire de nouveau qu'on va attendre? Si c'est pas mettre en prison, si c'est pas nous arrêter, c'est ça qu'il peut faire. Vous voyez, c'est notre inaction qui va prouver que nos camarades qui sont en prison se sont battus pour rien. C'est notre inaction qui va faire passer pour une mort vile nos martyrs qui ont péri inutilement. Inutilement. Donc le président, il sait, Laurent Gbagbo sait. Il sait que Ouattara, ça, l'investiture qu'il y a eu, soi-disant, et tout ça, il sait que c'est des choses, c'est une pilule qui n'est pas passée, ils n'ont pas pu l'avaler. Regardez bien tout ce qui se... Regardez bien vous-même. Qu'est-ce que vaut une lettre de Laurent Gbagbo comparée à l'investiture de Ouattara?
Pourquoi la lettre de Laurent Gbagbo a plus d'écho qu'une investiture d'un président? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens même ne sont pas encore assez confortables dans le fait que mais Ouattara va terminer son 4e mandat. Je vous l'assure. Si Laurent Gbagbo savait pertinemment que ça n'en valait plus la peine, moi je vous assure, là il s'est opposé. Il allait aller se reposer. Et quand il luttait contre Fouet, ses amis le lui ont dit. Il dit, c'est la constance, la persistance, la résilience, le fait de ne pas faiblir là. C'est ça qui fait qu'on arrive à bout de son adversaire. Imaginez Ouattara, s'il voulait abandonner, je ne prends pas un exemple, mais je veux citer le fait que quand tu mènes un combat, il faut toujours maintenir la flamme de la lutte allumée. Si Ouattara voulait laisser, Ouattara c'était depuis. Ouattara c'est un rancunier. Ouattara a commencé son mouvement là. Il n'a jamais laissé. Ouais. Donc, dans une patrie, dans un pays, il y a toujours des gens qui ne vont jamais croire ou qui vont se dire que la guerre ou la bataille ou ce qu'on fait est perdu d'avance. Ça là, c'est dans la chose normale. Je vous l'ai dit, le général Pétain, quand les Allemands ont envahi la France, le général Pétain, il est venu dire que non, faut plus en lutter. Mais les Allemands étaient assis pas, tu pouvais pas. Il y avait personne. Donc le général Pétain, il a dit, non les gars, vraiment, ça sert à rien de lutter. On n'a qu'à laisser payer ça là, et ce qu'on voit là. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il s'est évertué à convaincre les Français de signer leur édition et de laisser la chose comme ça. Les Allemands, ils sont trop fous, on peut pas. Heureusement, il y a des gens qui l'ont suivi, hein, mais la majorité ne l'a pas suivi. Et les gens sont allés à l'enfrontement. Ils sont battus. Vous savez ce qui s'est passé? Quand les Français ont repris le comptoir, vous les avez, Pétain là, il avait près de 90 ans, hein, mais ils l'ont pendu, ils l'ont jugé, puis ils l'ont pendu. Parce que si les gens l'avaient écouté, ils n'auraient jamais eu leur liberté. Donc, parmi nous, il y a forcément des gens qui vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont venir dire, oh, vous fatiguez, c'est Dagbashi, Ouattara est trop fort. Est-ce qu'on n'a pas vu des soi-disant pro-Gbagbo allumer les caméras? Moi, j'ai vu un gars là, venir insulter Laurent Gbagbo, oh, il peut rien, Ouattara est fort, il a mis... Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui font ça? Il n'y a pas de gens qui font ça, non? Si les Français n'avaient pas lutté, on a vu l'histoire de la prise de la Bastille. Vous voyez, nous, on veut se débarrasser de quelqu'un et puis on veut mettre la responsabilité de notre combat là sur le dos de quelqu'un. On veut mettre ça à Laurent Gbagbo pour dire, mon cher, debout-toi. Non! Vous voyez? Donc, pour dire la chose suivante, je pense qu'il était un peu long, pour dire que quand le président Laurent Gbagbo mène une action, ce n'est pas à nous de nous désolidariser. Parce que les autres en face, ils le font déjà. Ils vont envoyer des gens qui vont nous infiltrer, ils vont aller envoyer les blés là, pour parler à la télé, pour dire, oh, lui là, c'est femme qui le commande, c'est femme qui le commande. Regardez ce que le président dit. Il va citer le nom des blés boudés dans ce qui s'est passé là. Donc si on doit, quand le procès sera réouvert, parce que ça le sera, parce que en mettant la CPI en face de cette... La CPI n'a jamais été saisie. Et ça aussi, c'est ce que le président est en train de dire ouvertement sur la question de la rébellion, sur la question de tous les faits passés en Côte d'Ivoire. À la vérité, la CPI n'a jamais été saisie. Donc, il est en train de mettre la crédibilité de la CPI en jeu sur les questions de leurs compétences en Afrique. Parce qu'il n'y a qu'en Afrique que la CPI, vous l'avez remarqué, est beaucoup active. Donc, cette fois-ci, avec les preuves du procès de Laurent Gbagbo, on va maintenant mettre la CPI en face de ses responsabilités vis-à-vis de ce qui se fait. Maintenant, si nous, on ne donne pas du poids, de la contenance à cette action-là, c'est comme si, regardez, les marches à Paris, tout et tout, pour soutenir le président qui était en prison. Vous êtes sûr que tout ceci n'a pas eu un relan sur le procès du président qui se déroulait, qu'on appelle ça, à la CPI là-bas? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr? Quel est le prisonnier, dites-moi, qui a eu un soutien, qui est dans la CPI? Ne serait-ce qu'une personne venir avec une pancarte pour protester. Jamais de la vie. Pour dire quoi? Pour dire que les acteurs politiques n'ont de poids que par rapport à leur représentativité. Et c'est parce que Laurent Gbagbo est représentatif de la vie politique ivoirienne que quand il fait quelque chose là, les gens prennent ça partout pour truc. Donc c'est à nous de porter ça. Ouattara, on va venir à bout de lui. Parce que son rêve, c'est qu'on abandonne le son du 4e mandat, qu'on n'en parle plus. En fait, quand on rentre dans le moule, quoi, on dit, bon, on va reprendre la vie normale. Le président sait que si on fait ça, ce n'est pas 5 mandats, ce n'est pas 4 mandats à en subir. C'est 10 exposants, 1895 mandats, c'est fini. Parce qu'il n'y aura plus personne pour tenir tête. Et s'il n'y a plus personne pour faire ça, Ouattara est tranquille. Voilà. Donc, désolé, j'ai été un peu long, mais il fallait que s'il y a quelqu'un qui va ajouter, il y a Orion qui vient de monter. S'il y a quelqu'un qui veut parler, vas-y. Moi, j'ai profité pour t'avoir. Ouais, vas-y. Annie, pardon, j'ai le panel. Il y a la dalle. Il y a une petite motion là. Ce que tu viens de dire tout à l'heure sur le câble Goudé là. Le président Gbagbo a insinué que les gens qui racontent que Blé Goudé est venu dans l'intention d'aider le président. Il a précisé que c'est faux. C'est un groupe d'amis qui a été organisé par Tapé Koulou. Maintenant, vous allez comprendre que Blé, il est venu
par le biais de Tapé Kou. Il n'a aucune alliance avec le président de la République. Voilà. Et Tapé Kou, même vers la fin, ce Blé Goudé l'a fait chasser même du groupe. Voilà. Donc ceux qui disent, ouais, il voulait défendre le pouvoir du président Laurent Gbagbo, non. Il a signé un contrat avec Tapé Kou. Il y a une sorte de sous entre les deux pour venir se mettre en face de Soro Diop. Et ça, en le disant comme ça, il a fait comprendre aux gens de Kojep là qui pensent que Blé, c'est quelqu'un qui a aimé la Côte d'Ivoire, qui a aimé le combat du président Gbagbo. Merci. La blouse. Boss Tanguy, tu es là? Tanguy, tu es là? Tu as la parole, s'il te plaît. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, ce que la blouse a dit, hein, ce sont des choses vraies, hein, c'est des choses que j'ai notées. Pour continuer un peu mon analyse sur la lettre, hein, par exemple, on revient sur le fait qu'il nomme des rebelles, c'est-à-dire il présente les personnes qui ont attaqué la Côte d'Ivoire et il dit les noms. Hein, il parle de Ibé, il parle de Ouattao, il parle de tous ceux que vous connaissez. Et puis il dit, on les connaît, les Ivoiriens les connaissent. Ils sont connus. Mais qui les connaît? Ce sont les Ivoiriens. Mais qui les connaît encore? C'est Alassane Dramane Ouattara. C'est Alassane Dramane Ouattara. Ibé a été l'homme de main d'Alassane Dramane Ouattara. C'était son aide de camp. Les Ivoiriens les connaissent. Ils sont connus. Mais ce sont ces éléments-là qui ont fait le coup d'État de 99. Donc quand le président dit qu'ils sont connus, implicitement, il faut se poser la question de qui les connaît. Donc, il est en train de dire qu'ils sont connus, mais ils sont aussi surtout connus par Alassane Ouattara. Parce que ce sont ses proches, ce sont ses gens, ce sont les gens qu'il a utilisés et qu'il a aussi toujours utilisés. Et la blouse et Hans l'ont bien dit. En face, il met un autre groupe. Donc, il met un groupe de personnes donc, qui utilisent des armes. Et en face, il parle d'une organisation, la Galaxie Patriotique. Et il dit très bien, il dit Tapé Koulou et ses amis. Et puis, il cite Blé Goudé et tout le reste, Serge Kassi. Pour dire quoi? Pour dire que ce que l'on a appelé la Galaxie Patriotique, ce n'est pas venu de lui, le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas lui qui a appelé Charles Blé Goudé depuis Manchester, où il était, pour venir en Côte d'Ivoire. Non. C'est un homme, Tapé Koulou, qui a eu l'idée de la Galaxie Patriotique et qui a réuni ses gens, ses amis, pour faire de la résistance aux mains nues. Et ça, là, c'est très important. On se l'a bien souligné. Donc, le président met en face une résistance aux mains nues, d'accord, des jeunes gens qui s'organisent sous l'initiative de Tapé Koulou. Je précise, et ça, c'est très important pour l'histoire. Parce que les gens parlent de la Galaxie Patriotique, mais ils oublient Tapé Koulou. Mais Tapé Koulou, on peut en parler. On peut en parler. Vous vous souvenez plus tard, vous comprendrez aujourd'hui pourquoi est-ce que en plein Yopougon, sa maison avait été attaquée. Vous comprenez pourquoi sa famille avait été attaquée. Je n'en dirai pas plus. Donc, il met cela en avant. Et ensuite, il démontre bien sûr qu'en tourne en rond, il n'y a rien qui avance. Les accords n'avancent pas. Donc, il dit, sur ma décision personnelle, je fais deux choses. Donc, je vais voir Thabo Mbeki pour qu'il m'aide, pour qu'on fasse en sorte qu'Alassane Ouattara soit candidat, parce que c'était ça le problème. Et ensuite, il discute directement les rebelles pour trouver une solution à tout ça. Et on aboutit bien sûr à l'accord de Ouaga en 2007. C'est très important, l'accord de Ouaga en 2007. Il le dit parce que vous avez vu des gens qui sont basés sur des chaînes télé pour dire n'importe quoi. Il dit ensuite, j'ai passé tout mon temps à réclamer le désarmement. Mais quand le président dit ça, ce n'est pas fortuit. Il dit, j'ai passé tout mon temps à réclamer le désarmement. Qui a fait croire sur un plateau télé en disant qu'il était chez Nadi Bamba, il s'est mis à genoux devant Soro Guillaume, le président Gbagbo, parce qu'il avait appelé les gens à désarmer. Il a voulu faire croire que le président Gbagbo était d'accord avec le fait que les gens ne désarment pas. Et le président est en train de corriger ça, il dit, j'ai passé tout mon temps à réclamer le désarmement. Et ça détruit totalement le mensonge et le venin que Charles Blé Goudé a tenté de distiller dans l'opinion publique. Pour faire croire que on était en phase, le président était en phase avec le fait que les gens ne soient pas armés et que comme Soro Guillaume l'aurait mis en confiance, c'est pour ça qu'il est parti aux élections. Il dit qu'il est parti aux élections sous la pression. La pression de qui? La pression de la France. La pression de celle qu'on appelle la communauté internationale. Et c'est donc sous cette pression-là qu'il va aux élections. Non pas parce qu'il voulait partir avec des gens qui étaient armés. Non pas parce qu'il avait passé un deal, comme on essaie de le faire croire à Soro Guillaume, pour que ces armes-là tournent en sa faveur. Non, non. Non. Mais juste parce qu'il y avait une pression. Et cette pression-là, elle était tellement forte qu'il fallait aller aux élections. Il n'avait même pas le choix. Il fallait y aller. Dans tous les cas, ce que les gens n'ont pas eu de faire là, il allait le faire qu'il aille aux élections ou pas. L'histoire le démontre. Et donc, quand il va aux élections, il dit quoi? Il parle du premier tour, pas du deuxième tour, et il dit que deux personnes, dont Alassane Ouattara se proclame vainqueur, et lui aussi se proclame vainqueur. Et puis, mais, le Conseil constitutionnel m'a proclamé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y a un homme qui s'est proclamé vainqueur au mépris de toute règle. Et vous connaissez les règles. La CEI qui se positionne à son hôtel ou à son siège de campagne pour le proclamer vainqueur, ce qui n'est pas le mandat de la CEI. Mais lui, c'est le Conseil constitutionnel qui est le juge des élections, qui le proclame vainqueur. Donc, il revêt là, donc, d'un caractère juridique et légal.
Mais malgré ça, qu'est-ce qui se passe? Il s'ensuit le reste. Sarkozy, qui est un président voyou, ami donc de Alassane Ouattara, fait ce qu'il a fait. Il fait ce qu'il a fait. Et là, le président continue de parler et il parle de la CPI. Il invite la CPI à se pencher, mais très sérieusement, sur le fait générateur de tout ça, c'est-à-dire la rébellion de 2002. Ça fait mal à certains, mais ce sont des faits. Il invite la CPI et via son avocat Maître Atit à se positionner sur ça. Et si vous avez écouté Maître Atit sur RFI, il a dit que le dossier sera porté très bientôt à la CPI et il y aura des conférences de presse. Donc la mission que le président Gbagbo donne aux uns aux autres, c'est de continuer à dire non au 4e mandat, mais surtout en appuyant le fait que Alassane Ouattara et certaines personnes doivent partir à la CPI. Ceux qui ont dit qu'ils étaient les pères de la rébellion là, qui ont dit qu'ils écrit des livres qu'ils étaient rebelles là, ils doivent partir à la CPI. Parce qu'ils doivent partir dire leur part de vérité. Pas parce qu'ils sont coupables, parce qu'en droit, il y a la présomption d'innocence. Mais parce que l'heure est arrivée pour que plus jamais les Ivoiriens vivent ce qu'ils ont vécu. Ils parlent du génocide, ouais. Mais ils parlent aussi de tous les charniers qu'il y a eu depuis 2002. Et ceux-là, ils demandent justice. Et il faut que la justice se fasse. Donc, le président nous invite aujourd'hui, là où on ne voulait pas communiquer hier, parce qu'on était dans beaucoup de choses, aujourd'hui, là, il nous donne le feu vert. Parce que c'est à nous, avec Maître Atit, qui sera, disons, le porte-parole officiel de toute cette action, d'amplifier ce qui s'est passé depuis 2002. Tous nos panels, là, à partir de maintenant, ils doivent servir à cela. Montrer les atrocités. Pourquoi il le fait? Parce qu'il met insidieusement une pression sur le 4e mandat. Nous, on ne sait pas prendre les armes. On va faire la pression juridique, la pression politique. Pour que ce pouvoir-là, même si, vous savez, il est dit que la CPI n'a pas de police, donc elle ne peut pas aller chercher les gens. D'accord? Elle peut pas. Je prends un exemple. Si on dit que Théo Fosé, il a un mandat de la CPI, c'est à Ouattara, le pouvoir Ouattara de donner Théo Fosé. La CPI ne va pas le chercher. Mais si on amplifie, si on parle, si on montre les images qui veulent faire taire et qui ne veulent pas qu'on les voit, les images qui veulent rendre invisibles, on fait tous nos panels, la télévision en parle, Maître Atit va pas sur des plateaux en parler, il va détailler tout ce qui s'est passé depuis 2002, mais ça va mettre le pouvoir Ouattara mal à l'aise. Ils seront obligés de donner certaines personnes. Ils seront obligés d'ouvrir un procès. Toutes les personnes qui se baladent, et je vais terminer dans quelques secondes, dans la sous-région, qui ont été acteurs de 2002, mais les pays qui les abritent là, seront obligés de les donner, de les livrer à la CPI. Et à partir de là, le débat est ouvert. Et donc, c'est à nous aujourd'hui là de faire ce débat. Et le président Gbagbo nous a donné, je termine Annie, en une minute, nous donne maintenant la possibilité de faire ce débat. Là où les gens partaient hier, et puis on leur a dit que ce n'était pas le moment là. Le moment est là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le moment est là. Le moment est là de montrer les atrocités de la rébellion. Le moment est là de faire la lumière sur la rébellion. Le moment est là pour communiquer sur tout ce qui s'est passé depuis 2002 jusqu'à ce jour. Et ça, là, c'est notre mission. Notre mission, ce n'est pas de nous quereller entre nous. Notre mission, ce n'est pas de tenser le président Gbagbo. Notre mission, ce n'est pas de montrer des faiblesses de notre système, parce que tout système a des défaillances. Notre mission aujourd'hui, c'est de porter la voix du président Gbagbo. Il nous a montré un chemin, c'est d'aller à la CPI. Et pour aller à la CPI, il faut monter un dossier. L'avocat Maître Atit montre le dossier, il va faire des communications, il y aura des émissions de télé. Nous, sur la toile là, on doit communiquer sur ça. Si tu te réclames du PPACI, si tu te réclames pour Gbagbo, tu dois communiquer sur ça. Parce que c'est en faisant du bruit qu'à un moment, les gens vont être gênés. Voilà, parce qu'il faut faire se promener en Côte d'Ivoire, prendre des avions dans le monde, et puis ils sont pas inquiétés. À un moment, ils vont savoir que si tu prends un avion d'Abidjan pour aller à Paris, que tu t'arrêtes quelque part au milieu là-bas, quelqu'un peut venir te soulever. Un État peut te transmettre à la CPI. C'est à ça qu'on doit faire. C'est à ça qu'on doit jouer, à partir de maintenant. Donc voilà ce que je voulais dire, Hans et Annie et les autres camarades. Nous devons parler maintenant de tout ce qu'on avait dans la gorge et puis on voulait pas parler là. On ne fait pas le procès de quelqu'un, hein, parce que nous ne sommes pas la cour, mais on va parler des faits. On va dire le nom de chacun. Et aussi, ils ont le droit de dire notre nom. Mais comme nous savons que, c'est pour ça que nous, on suit Gbagbo, parce qu'on a voulu être à l'aise dans la vie, de le suivre, de suivre quelqu'un qui n'a jamais pris les armes. Donc, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée de parler des choses. Donc, ceux qui ne sont pas contents, vraiment, ne soyez pas contents, mais on fait la politique. Voilà. Donc, ceux qui ont dit qu'ils étaient rebelles, là, ils vont aller dire pourquoi ils ont dit qu'ils étaient rebelles. Si la justice trouve qu'ils n'ont rien fait, ils vont les libérer. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire, chers camarades. Merci. Merci. Boss. J'aime même pas. Je suis là. Boss, excuse-moi. Vas-y. Boss, j'ai même pas envie que tu arrêtes de parler. Parce que franchement, ce que tu es en train de dire, il y a 2 jours, je crois, je l'ai dit sur le panel de T800. Et comme tu as dit tout à l'heure, les gens ne veulent pas admettre la vérité. Du coup,
Ils ont trouvé un autre système de créer une manipulation sur les panels parce qu'ils ne veulent pas aborder ce deuxième volet de communication. Parce que nous sommes dans une guerre de communication. Le RDF fait sa communication ailleurs. Nous autres, on fait notre communication ailleurs. Donc, du coup, ils ont mis un autre système en place, comme je dirais encore une fois de plus, qui est la manipulation, pour nous détourner de ce deuxième volet de communication. Donc, moi, je dis que ton intervention, là, franchement, ça me... Je te coupe pas, Annie. Vous allez voir, dans 2 jours, il y a un buzz, il y a un loup buzz. Il y a un loup buzz qui a sorti. Tout de suite, tu vas voir. Il y a Les gens sont en train de charger Merci beaucoup le coup parce d'état que... du Bénin ou le coup d'état manqué du Bénin, comme si ça nous regarde. Pendant que le président veut aussi la lettre là, eux ils sont déjà parce qu'ils veulent pas qu'on parle, mais on va parler de ça. Et moi j'engage tous les Et puis communicants, ils détournent le débat. Pourtant, on a un deuxième volet de communication. tous les Je dis que c'est de militants, la tous les manipulation, que pro-babos ça là, on plaise va aux gens parler ou de ça. pas. C'est de la manipulation qu'ils arrêtent ça, mais nous, on sera sur les panels pour détourner leur manipulation là, de gré ou de force. Parce qu'on a un deuxième combat. Voilà. Merci. Vraiment, boss, merci beaucoup. Merci, Annie. J'avais compris cette analyse là, mais j'attendais vraiment que, on sait toi, vous m'éclairez davantage. Et là, je crois que je me suis pas trompé dans mon analyse. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci, je laisse la parole. Merci. Avant de passer à Haïlé, Orion s'est monté. Hein. Orion. Oui, je suis là. Mais pourquoi il pense que c'est une dame à chaque fois qu'il vote? Non. Ici. Ah, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et bonsoir à tous. En tout cas, j'avais lu la lettre de façon partielle et je l'avais pas lu en toute intégralité. Et bon, au fil du temps que tu lis, j'essaie de comprendre un peu ce que le président Laurent Gbagbo est en train de faire. Et ça, au niveau de la lettre, il faut que ce soit clair dans la tête de tous les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo nous engage encore, et lui-même s'engage encore dans un combat, mais dans un combat qui sera vraiment sans merci. Pourquoi je le dis sans merci? Parce que là, il détaille les points saillants de la crise. En même temps qu'il détaille les points saillants de la crise, il est en train d'interpeller le peuple de Côte d'Ivoire. Car ce qui est en train de se passer concernant la violation de notre constitution, nous devons prendre la chose à cœur. Et pour nous, il faut que toutes les situations possibles soient ouvertes à la destitution de M. Alassane Draman Ouattara. C'est en réalité ça que le président Laurent Gbagbo est en train de nous... comment on appelle ça? Ce sur quoi le président Laurent Gbagbo nous amène. Parce qu'en réalité, le vrai sens de sa lettre, c'est de démontrer à la CPI, voici ce qui s'est passé. Et voici ce qui pourrait se passer. Mais, je vous interpelle, parce que ça va se passer. Ça va se passer. Ce qui est en train de... Comment on appelle ça? Ce que le président Alassane Draman Ouattara est en train de faire concernant la violation de notre constitution, il est en train de créer un désordre sans fin. Et ce désordre sans fin-là, nous allons aussi rentrer dans ce désordre-là. Et que la CPI soit prête. Pour qu'il n'y ait pas de désordre, il faut qu'elle entame le procès de Pro Ouattara. Comme lui, il a fait 10 ans de prison. Il n'y a pas eu de preuves contre lui. Et il est innocent de tout ce qui s'est passé. Il faut que la CPI aussi, pour calmer les ardeurs en Côte d'Ivoire, puisse entamer le procès de Pro Ouattara, de telle sorte qu'il soit jugé, qu'il soit mis aux arrêts ou qu'il soit libéré si vraiment ils sont innocents. Et c'est de ça que le président Laurent Gbagbo, c'est dans cette veine-là que le président Laurent Gbagbo s'exprime. Et moi, j'aimerais dire quelque chose, puisque tu as tellement détaillé le chantier de Yopougon, mais il faut aller encore un peu plus loin pour connaître les, comment on appelle ça, les actions du RDR. Pourquoi je dis RDR? Parce que je ne peux pas dire RHDP. Parce que M. Alassane Draman Ouattara, étant Premier ministre, a agi de la sorte. Il agit en sorte qu'il soit toujours la victime. Comment? En 92, lorsque le président Laurent Gbagbo entamait une marche contre la brimade face aux étudiants, lui, Alassane Ouattara, a envoyé encore des loubas casser des véhicules, y compris même le véhicule du président Laurent Gbagbo, et a déversé ça sur les partisans du PPACI et du FPI. Comment on appelle ça? En 2000, il a refait encore la même chose. Lors des élections, il envoie ses partisans dans la rue parce que la nuit de la proclamation des élections, où le président Laurent Gbagbo demandait aux Ivoiriens d'être dans les rues, lui aussi demandait à ses partisans d'être dans les rues. Et lui, Alassane Ouattara, encore, a envoyé des hommes armés pour tuer des Ivoiriens dans les rues cette nuit, de telle sorte à vouloir discréditer un régime qui vient tout juste d'être installé. C'est de là qu'est parti le charnier de Yopougon. Le charnier de Yopougon, ce sont les Ivoiriens qui sont morts la nuit de la crise, comment on appelle ça, de la décision
comment on appelle ça, comment on l'appelait, la CEI, non, Honoré Guié, là. Lorsque le général Robert Gueye se proclamait président, les Ivoiriens qui sont morts cette nuit-là, il y a eu des meurtres cette nuit. Alassane Draman Ouattara y était. Et il a utilisé encore ce moment-là pour venir déclarer comme quoi les Ivoiriens ont été tués et c'est de la faute du président Laurent Gbagbo. Lui encore, lorsque sa mère est décédée, il est encore revenu ouvrir la tombe de sa mère pour montrer pour dire aux Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo ne l'aime pas lui. C'est pour cela qu'il a envoyé des gens ouvrir la tombe de sa mère pour faire, comment on appelle ça? Comment est-ce qu'il a appelé ça déjà? Certaines investigations et autres. Donc c'est pour dire quoi? Alassane Draman Ouattara est d'une logique. Il est d'une logique et sa logique est sans fin. Alors il faut que nous aussi nous soyons de notre logique. Quand nous disons non au 4e mandat, nous disons non jusqu'à la fin. Et nous disons non. C'est pas que nous allons faire usage de superficie pour pouvoir, comment on appelle ça, avoir le pouvoir. Mais nous allons atteindre le pouvoir dans la vérité. Il faut mettre à nu toutes les actions de M. Alassane Draman Ouattara. Merci bien. Merci, Orience. Egel, non, je te fais remonter. Comme je valais que... allez, laisse Souley se prononcer. Et puis, comme ça, après toi... Ouais, Bobo, tu voulais parler. Oui, tu as parlé. Oui. Ça lui. Ouais. Non, laisse couler. Laisse couler. D'accord, c'est bon. Ok, allez. Ouais, bonsoir à tous. Je pense que avec le décryptage du fond même de la lettre, on voit un peu vers quoi est-ce qu'on s'en va. Et Orience, j'étais content de t'entendre parler de 92 parce que à parler du fil de l'histoire, on peut tirer ce fil-là et l'envoyer très 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 loin jusqu'au début de tout cela. Et c'est ce qui va se faire en fait. La réalité, c'est que le débat vient d'être ouvert. C'est pas seulement sur le plan juridique. Là, bon, CPI, machin, bon, il y en a qui doutent un peu de cette institution-là, d'autres pas. Mais le plus important, ce qui au moins est à notre portée, c'est l'animation, le fait de pouvoir prendre part à ce débat-là. Donc le débat, il est ouvert. Mais à mon avis, c'est ouvert pour quelques raisons quand même. Il y a... C'est d'abord pour rafraîchir la mémoire à bon nombre d'Ivoiriens qui n'ont pas forcément vécu toutes ces situations-là. Parce qu'on est déjà, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, c'est 15 ans, ceux de 25 avaient 10 ans. C'est des gens, bon, qui ont lu, bien qui ont suivi un peu quand ils avaient 10 ans, tout ce qui s'est passé en 2010, là. Imaginez-vous un peu, donc, la masse de personnes qui n'a pas forcément vécu ce qui s'est passé avec un esprit mature pour pouvoir analyser, comprendre. À plus forte raison, avant 2010, si tu ne parles de 2002 là, bon, c'est de la préhistoire. Donc, l'une des raisons pour lesquelles le débat est ouvert, c'est rafraîchir la mémoire à tous. Et je vais me référer à Cheikh Anta Diop à qui on disait, mais pourquoi est-ce qu'il est dans ces histoires bon, il est dans ces affaires d'histoire, voilà, préhistoire. Il dit, mais si tu n'as pas d'histoire, c'est comme si, même quelle que soit ton intelligence, si tu n'as pas d'éléments, d'informations dans ta tête là, tu réfléchis à quoi? Avec quoi? Quelle information? Et il y a aussi ce qu'on appelle la trajectoire historique. Orient n'a pas pu s'empêcher d'aller à 92. Mais oui, mais dans la lettre, on allait depuis 2002. Mais oui, mais c'est 92, 2002, 2010, 2004, 2010 et autres là qui fait qu'on est en 2025. C'est une trajectoire. C'est une trajectoire. Mais en même temps, c'est un avertissement aux Ivoiriens. C'est pour dire qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas se dire que de 92 jusqu'en 2004, 2010 et 2025, on est arrivé là. Et puis tout à coup, le monde va changer. On va se retrouver dans un monde enchanté. Pour changer de trajectoire, là, il faut l'influencer. Il va falloir agir. Ne serait-ce que par la communication et par l'implication des uns et des autres dans cette politique-là. Pour courber la trajectoire qui est empruntée, qui nous a menés ici, là. Si on ne veut pas aller à pire que ça. L'objectif final, là, c'est du concret, hein. C'est pas du tabac comme on dit, là. C'est travailler à changer de trajectoire historique. Parce qu'aujourd'hui, là, même hier, ça faisait partie de notre histoire. Aujourd'hui, ça fait partie de notre histoire. On est
appeler à marquer notre histoire pour atteindre l'idéal qu'on veut là. Ce n'est pas en s'asseyant, ce n'est pas en disant rien que notre trajectoire historique là va changer. Donc moi je pense que c'est à cela qu'on est appelé. C'est l'objectif ultime, c'est cela. J'ai aimé l'intervention d'un monsieur qui est intervenu sur NCI, non, hier ou avant, un vieux là, qui travaille à l'association des Ouest Africains pour la CPI. Là. Il a dit quoi? Sans justice, ceux qui ont commis des impairs là, pensent qu'ils peuvent répéter ce qu'ils ont fait. Et puis ceux qui ont été victimes là, ont tendance à vouloir se venger. Ça nous maintient dans le même cycle infernal. Donc aujourd'hui, le débat qui est ouvert là, on est tous invités. Et c'est pour cela que je parlais tantôt, un tout petit peu avant là, de notre devoir de nous impliquer pour amplifier, pour rappeler ce qui s'est passé, afin que toute cette génération-là en prenne conscience, pour qu'on puisse tous atteindre donc les objectifs qu'on s'est fixés. Cette démocratie, ce développement, la reprise en main de notre pays et tout cela, ça va plus aller dans cette direction-là, mais on veut aller dans telle autre direction. La balle est dans notre camp. Voilà ce que je voulais dire. Et là, il y a du temps encore, mais je pense que tu peux les parler. Top. Ouais, merci. Merci. Ta connexion même est un peu truc. Ouais, merci. En tout cas, mais pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, le président Laurent Gbagbo, tu sais, si un fait n'est pas jugé totalement, on va assister à toute cette dérive-là. Toute cette dérive, toute cette injustice-là. Et c'est parce qu'on n'a pas vidé le contentieux depuis 2002, donc de la rébellion et de ses acteurs et tout ça. Parce que, à la vérité, pour que Ouattara soit là, c'est parce qu'il y a eu, bien évidemment, ces attaques-là. Et le président Laurent Gbagbo, dans sa lettre-là, il est très clair. Le non au 4e mandat, pas de quelque chose de clair. Parce que les gens sont venus avec les armes pour faire une revendication en toute violation de nos lois et de notre constitution. Lui, il vient à peine d'être élu, il a Chanier. 2 jours, il est investi le 26, le 27, il fait conseil des ministres, et puis on dit à Chanier. Donc lui, il s'en va voir Chanier là. Il envoie ses ministres là-bas. Il dit aux ministres, allez-y voir ce qui se passe. On va voir le Chanier. Il y a des gens qui disent que les gens qui sont dans le Chanier là leur appartiennent et que c'est les gens du RDA et tout et que c'est les gendarmes qui auraient fait cela. Mais souvenez-vous que le Chanier a été l'une des raisons pour lesquelles les gens sont venus faire la guerre en Côte d'Ivoire. C'est ça en fait. Donc Ouattara qui est au pouvoir, c'est le prolongement de cette injustice causée par la rébellion qui n'a pas été confrontée à comment on appelle ça, à la justice comme l'a été le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui la victime. C'est lui la victime. Il est attaqué. Il trouve les voies et moyens pour pouvoir arranger la situation. Et puis c'est lui qu'on met en prison. Et ça n'a pas de sens. Mais quand on fait ça, on consacre justement cette injustice-là et on donne la possibilité à Ouattara de violer la constitution à satiété. C'est-à-dire, c'est comme si on lui donne un passe-droit. C'est un cadeau. On dit, bon, le gars, faut tuer même, faut déjà foule. Comment Laurent Gbagbo, qui n'a rien fait, qui est même victime, c'est lui qu'on juge. Maintenant, elle est coupable, on fait pas d'eux. Donc, c'est pour ça que dans la lettre du président Laurent Gbagbo, il va citer tous les acteurs, ceux qui ont contribué à ce que Ouattara soit là. Il faut que les gens viennent parler de ça. Mais c'est tout ça la lutte. Parce que quand ça là, on ne parle pas de ça, les gens sont, le président dans la lettre, il a dit, les gens sont quittés du Burkina. Donc, ce n'est plus même une affaire ivoirienne, parce qu'il y a des frontières qui ont été franchies. Qui a armé ceux qui étaient au Burkina? Les gens se sont affirmés. Le président a cité le nom, Ouattao, Chérif Ousmane, Soro Guillaume et tout ça. Il a cité le nom. Donc, si on ne juge pas totalement ce qui s'est passé avec les génocides, ouais, tout ça, il y aura 6, 7, 8, 9, 10, 20 mandats. En fait, on a tourné autour du pot, mais c'est la vraie question qui est là. Le fait de l'injustice de ce que la Côte d'Ivoire a connu là, le fait de n'avoir pas jugé les responsables là, pour qu'on sache là, c'est ça qui nous a menés là. Imaginez-vous. Pourquoi les gens ne brandissent plus à faire du procès des Chaniers et tout ça? Parce que le président, il a fait la lumière sur le Chanier. Il a fait la lumière. La rébellion a créé des choses qu'on appelle ça, des assassins, des Chaniers, plus. Mais il y a le génocide, ouais, pourquoi on va loin même? Ouais, le génocide, ouais, on a tué les gens.
1000 morts en une journée. Bon, inversons. Ok. Inversons simplement. Inversons. Imaginez 1000 morts sous le pouvoir de Laurent Gbagbo. Moi, je vous pose la question. Hein. Imaginons le génocide où est là. Oui, bon, faut pas être petit parce que c'est toujours quand même des êtres humains. Mais il y a eu Chani. On dit non, c'est Laurent Gbagbo. Pourtant, on n'a même pas fait d'enquête. Rien. On n'a même pas essayé de savoir. En même temps, on l'a accusé. Mais pourquoi Ouattara au pouvoir? Il y a la rébellion qui est là. On fait génocide. Et puis c'est Gbagbo en juge. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça qui nous met dans le quatrième mandat. Pour mettre fin à ça, il faut régler le problème de l'injustice. Et comme on voit que le débat s'est internationalisé, on voit comment est-ce que le grand assassin, on ne peut pas dire de lui que c'est un dictateur. Qui dit de Ouattara que c'est un dictateur? Qui peut dire qu'il y a eu la rébellion, il y a eu tel acteur? Qui peut le faire? Les gens ne le font pas. C'est pour ça que Maître Altit, il a dit clairement, et moi j'ai apprécié l'intervention de Maître Altit sur RFI. Moi j'ai apprécié. Il a dit, je vais vous dire ça, il a dit ça clairement. Il dit, pour avancer, il faut regarder le passé. C'est fini. On ne peut pas pouvoir combattre Ouattara, créer un état de droit, remettre la Côte d'Ivoire sur le fond baptismal de la démocratie, et puis ne pas pouvoir regarder dans le passé. C'est pas possible. C'est pour ça que Maître Altit dit, pour avancer là, il faut qu'on règle les contentieux. Il faut regarder dans le passé. Parce que c'est le passé qui fait qu'on souffre de Ouattara aujourd'hui. C'est le passé qui nous met dans une situation difficile. Donc Maître Altit dit que ce sont les questions essentielles pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. On parle d'avenir. Il y a un micro qui est ouvert. On parle d'avenir. Voilà, Maître Altit dit. Il dit, ce sont des questions essentielles pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, une question qui est d'ordre existentiel, là, on ne peut pas passer là-dessus. C'est tout ça la lutte du 4 septembre. Il a dit, le peuple les survivants, ainsi que tous ceux de la crise électorale, mais pas seulement, mais aussi les victimes de la rébellion. Voilà. Aussi, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est tout ça là, le fait de les avoir laissés pour cause, pour compte, n'avoir pas pris leur dossier en main, n'avoir pas rectifié le tir, n'avoir pas fait passer devant la justice les vrais coupables, et puis on prend les innocents. Laurent Gbagbo là, de voir nous, dans tout ça, il avait quoi? C'est Laurent Gbagbo qui a fait la rébellion. C'est Laurent Gbagbo. Mais c'est la rébellion qui est venue faire que on est allé aux élections sans désarmement, puis on a vu ce que ça crée. C'est la suite des élections sans désarmement là. C'est ça qui nous a conduit à ce que Ouattara prenne le pouvoir. Imaginez-vous, il y aurait eu le désarmement. Par quel moment, par quel touchement, une armée du Nord serait descendue, venir à Abidjan, et puis finir à nous. Non, c'est parce que justement, ils n'ont pas acté le désarmement, ils ont mis la pression sur le leader pour que le leader vaille aux élections, et puis comme ça, comme ils ont des hommes en âme, ils vont venir garantir que Ouattara, forcément, est vainqueur. Ouais, et donc c'est la pression des âmes qui a fait de Ouattara ce qu'il est. Maintenant, ceux qui avaient la pression des âmes là, mais il faut qu'on les juge. C'est ce que Laurent Gbagbo dit, sans faux fuir. Est-ce que c'est faux? Parce que il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de là. On va beau tourner. Oui, nous, au 4e mandat, c'est vrai. Ouattara, il fait braquage électoral. Comment on appelle ça? Il viole la constitution. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a eu rébellion. Et si on juge la rébellion, on peut avoir les tenants et aboutissants. Mais pourquoi quand Ouattara vient, il promet de faire la lumière sur la rébellion? Pourquoi il la fait pas? Pourquoi il fait pas cette lumière-là? Mais le président a dit, voilà la lettre du président. Il dit, et ça je lui ai dit, le président a dit, dès l'instant où j'ai été acquitté, il fallait immédiatement les vrais coupables. C'est tout. Dès l'instant où j'étais acquitté là, puisqu'on cherche des coupables, on est venu vers moi, on va pas trouver. Donc dès l'instant où j'étais acquitté, il fallait immédiatement se mettre à rechercher les vrais coupables. Et il va dire ça. Qui a conçu et financé la rébellion? Qui a organisé le génocide? Pourquoi l'ONU et l'Occident ont-ils poussé à aller aux élections alors que le désarmement n'est pas fait? Voilà. Et tout le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est ça qui est là. 3 points. Non, 4e mandat, c'est ça. Qui a financé la rébellion? La rébellion, ceux qui sont venus, ils ont fait le génocide. Le président dit, on n'a qu'à aller à la CPI là-bas. Donc, on met la CPI.
devant ses responsabilités. Parce qu'il va citer les acteurs de la rébellion dans la lettre. Je vais vous les citer. Le président a cité. Il dit les rebelles étaient des Ivoiriens connus. Le sergent-chef IB, Shérif Ousmane, Isaka Watao, Thio Fozi, Moru Ouattara, Kone Zakaria, Loseni Fofana, Soro Guillaume. Voilà les acteurs. Et le président vient dire... Il y a un micro qui est ouvert. Ah, ok. Et le président vient dire la chose suivante. Qui a conçu et financé? Voilà, voici les bonnes questions. Qui a organisé le génocide? Ouais. Qui a organisé? Qui a financé? Pourquoi l'ONU et l'Occident? Parce que ce sont ces trois éléments-là qui font qu'on est dans le quatrième mandat actuellement. Faut pas on va tourner. En fait, le président allait droit au but. Faut pas on va tourner. Venons, on va juger ça. Parce qu'il dit, il faut que la vérité éclate. Est-ce que Ouattara cherche à faire la lumière? Est-ce que Ouattara cherche à faire la vérité sur tout ça? Non. Bien sûr que non. Il ne cherche pas à faire la vérité sur tout ça. Et parce qu'il ne veut pas faire la vérité sur tout ça, c'est pour ça qu'il est en train de faire 4 mandats. Et les gens ne veulent pas dire ce qu'ils ont fait pour que Ouattara soit là. Donc le président Gbagbo va dire, bon, c'était les rebelles, voici ce qu'ils m'ont fait. Ils sont venus à la Côte d'Ivoire pour Alassane Ouattara. Donc il faut qu'on juge toutes ces personnes-là. Ça va mettre fin à ce cycle infernal de viol répétitif de la Constitution qui débouche sur les emprisonnements, sur les assassinats. Qui est en prison? 2000 prisonniers là. C'est qui? C'est les membres du PPACI. C'est toujours ceux qui n'ont rien fait. C'est les innocents. Nous qui n'avons rien fait, qui manifestons. Nous aujourd'hui qui ne pouvons plus aller en Côte d'Ivoire. Nous on n'a pas tué quelqu'un. On n'a rien fait. On manifeste. On fait les choses dans la légalité. Et puis c'est nous, on est toujours en prison. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Maintenant, ceux qui ont participé à la rébellion, qui ont déjà tout et tout, qui ont fait le génocide, ouais, tout ça, c'est eux qui se promènent. Non, tant que ça sera comme ça, là, il va avoir 5e mandat. Parce qu'ils vont continuer de nous dire. Donc le président dit, il dit, pour toutes ces questions, j'ai demandé à mon avocat de ressaisir la CPI. Donc on va mettre la CPI en face de ses responsabilités. Donc il y a un travail de fond, d'équipe, qui va se mettre en branle, qui va se mettre en place pour qu'on aille. On a dit à Ouattara, il faut organiser les élections transparentes. Il faut faire une élection inclusive. Il faut ouvrir le jeu. Il faut faire, comment on appelle ça, révision de la liste électorale. Il n'entend pas raison. Il n'entend pas raison. Bon, d'accord. Ce qui a fait de toi ce que tu es là, c'est là-bas, nous on s'en va. Pourquoi on s'est fatigué? Non, on s'est fatigué plus à toi. On va déplacer le vrai problème sur le volet international. On va déplacer ça. Maintenant, ceux qui ont pris les armes, la rébellion, les rebelles, dont le nom a été cité, mais ils vont aller dire qu'ils les envoient. C'est tout. Voilà, puisque le patron n'a pas pu faire la lumière. Parce que c'est ce que le président dit ici. Il dit, il faut saisir la CPI, remettre sur la table le problème de la guerre. C'est dans ça on est. Voilà. Et il dit, il faut que la vérité éclate. Il faut rendre justice aux victimes, aux survivants, depuis des années que la vérité soit établie. C'est ça. Donc, moi, je pense que ça, là, ça doit être l'objectif, comme truc l'a dit, ça doit être l'objectif de nos panels. Ça doit être notre communication. Parce que tout ça s'inscrit dans la lutte du 4e mandat. Et le président a dit quelque chose. Il dit, j'ai fait ma part. J'espère que tous les autres feront leur part. Donc la balle est dans le camp de qui? Dans notre camp. Et Maître Artite a déjà été approché à cet effet par les médias internationaux. Vous avez vu que cette lettre-là a occulté la soi-disant investiture de Ouattara. Les gars, si tu veux soigner une plaie, et puis tu fais à la surface, la plaie ne va jamais guérir. Ça ne va jamais guérir. Si on veut soigner une plaie là, on prend coton, on creuse la plaie là. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Mais c'est pas grave, puisqu'on veut guérir. Et puis on creuse coton, on nettoie en profondeur, et puis maintenant on vient appliquer les soins. Donc si nous voulons plus jamais avoir quelqu'un qui va venir violer constamment, de façon répétitive, nos constitutions, c'est parce qu'il n'y a pas de droit qu'on est en prison, on nous enferme. Et puis c'est toujours nous qui n'avons rien fait là. C'est nous, on meurt, nos parents meurent à Naïbli. C'est quoi? Génocide, ouais. En une journée, 1000 personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des pauvres. Ils ont, bon, dites-moi, les ouais là, dans toute la crise là, oui, ils ont fait quoi?
Ceux qui sont au nord qui disent qu'on les marginalise, on les déjà là, les ouais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, vous avez déjà les ouais. Comme il n'y a pas eu de choses, de justice, donc maintenant on va venir déjà les gens des, comment on appelle ça? Nayo. On a fini déjà, nos parents, ouais. On a fini déjà à Naibli, on a fini les déjà. Maintenant on descend. Et puis, ceux qui sont au tête de ça, c'est eux, on voit là. C'est eux on fait investiture, alors qu'il y a des gens qui ont fait ça pour qu'eux ils soient là. En tout cas, moi je dis la chose suivante. Je vais chuter parce que le président Laurent Gbagbo dit, il dit, la vérité est une condition de paix. Parce que jusqu'à aujourd'hui là, on nage en plein mensonge. Parce qu'on ne veut pas dire les choses clairement. Parce qu'on ne veut pas dire la vérité. Parce qu'on ne veut pas se regarder droit dans les yeux et puis dire exactement le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Parce que si on a eu tout ça, ça a une source. C'est pour ça que dans la lettre du président, il est parti au début. Comment il est venu légalement à la tête de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il a entrepris. Les attaques dont il a été sujet, il a été victime et tout ça. Gratuitement. Voici des gens qui sont... C'est parce qu'on n'a pas vidé ce contentieux-là. Qu'on est dans le 4e mandat, qu'on est dans l'exclusion des candidats, qu'on est en train de nous déjà, nos frères sont en prison, nos camarades qui font les panels, qui sont habités en plein sont en prison, eux là, ils ont tué qui? Pourquoi celui qui n'a pas déjà là, c'est lui qui est en prison? Celui qui n'a pas déjà là, pourquoi c'est lui qui est en prison? C'est parce que c'est comme ça que Draman est là. Donc le président dit, la rébellion là, ils n'ont qu'à finir en juger ça. Ça va régler tout. Parce que j'ai aimé la question. Bon, il y a trop de jurys. En tout cas, le panel est là, ça va tourner. Donc, il fallait que je parle un peu. Nous, on parle de la lettre de notre président. Nous, c'est de ce que notre président... Moi, c'est ce que mon leader fait, que moi, il fait. Je suis. Parce qu'il est dans la vérité. C'est lui la victime. C'est Laurent Gbagbo qui est la victime. Donc, c'est pas à lui de faire prison. C'est pas à nos camarades de faire... Alors que ceux qui ont déjà nos parents, ouais, on les voit ici, c'est pas van. Non. C'est parce qu'il y a ça qu'on est dans 4 mandats. C'est parce qu'il y a ça qu'on est dans 4 mandats. Et Laurent Gbagbo, le père Laurent Gbagbo, par cette lettre-là, en fait, la plaie qu'on passait dessus là, il en laisse par là. Et puis il a mis la plaie là, il dit bon, voici la vraie plaie, venons soigner. Venons soigner. C'est tout. Venons soigner. Si ça, on soigne pas, on peut pas revenir à un état normal. Donc nous, on va se charger d'être les relais de ça. C'est la posture du leader, c'est la posture du guide. Il faut quelqu'un pour dire ça à Ouattara. Si c'est pas Laurent Gbagbo qui dit ça à Ouattara, qui va dire ça à Ouattara? Tout ça, c'est affaibli Ouattara. Qu'est-ce que vous croyez? Avec tout ce lot, tous ces gens de personnes. On dit, regarde, on monte un rebelle, et puis Cheikh Ousmane, et puis on dit, Jésus-Christ est ressuscité. Vous voyez? Il nous nargue même. Voici un gars dans la rébellion qui a déjà. Il vient et puis on dit non. Oui, Jésus. Vous voyez? Or, ceux-là, ils doivent se retrouver où? Ils doivent se retrouver où normalement? Mes frères qui sont en prison, ils ont fait quoi? Mes parents qui sont morts en Naï, ils ont fait quoi? Mes parents, ouais, dans le génocide, ouais, ils ont fait quoi? Nos parents qui sont décédés, ils ont fait quoi? Non, je pense que ça vient sonner le glas de toute cette hypocrisie ambiante-là. Voilà, le président a décidé de jouer franc jeu. Voilà, le président a décidé, en tout cas, d'aller à l'essentiel concernant la plaie qu'on ne veut pas guérir et qui nous fait que Ouattara est en train de nous emprisonner là. Voilà ce que je voulais dire. Je sais plus qui je passe à part. Marie-Jeanne, quand c'est bonne arrivée. Bonne arrivée aussi à Freedom et autres. Tanguy, si tu veux ajouter quelque chose, et puis on passe la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, comme je disais, il y a vraiment un temps pour toute chose. Voilà, il y a un temps pour toute chose. Et il fallait attendre donc, que le président sonne le glas. Et on savait qu'on allait y arriver. Et nous y sommes pleinement. Le débat de la rébellion doit se faire. Et ça va se faire maintenant. Le débat de ce qui s'est passé en 2010 jusqu'à présent va se faire. Ça va se faire aussi maintenant. Donc, je disais tantôt que cette lettre-là, elle remet l'église au centre du village. Tanguy, oui, attends. Je lis juste une phrase. Vas-y. Tu vois ce que Mel Tati t'a dit? Il dit, il faut que ceux qui ont une responsabilité déterminante, c'est-à-dire les investigateurs et les financiers, les criminels aussi, bien entendu, soient identifiés. Soient identifiés. J'en venais. Pour être poursuivis. Et il continue pour dire, c'est à cette seule condition que les Ivoiriens pourront avancer. Mais c'est clair. Vas-y. C'est-à-dire qu'il fait une déclinaison de tout ce qui peut être acteur, auteur, co-auteur de ces événements-là. Donc, tous ceux qui se sont réclamés à un moment donné, membres de ces institutions-là, ou de ces choses-là, ils doivent répondre devant la justice. Mais quand on le dit,
On ne le dit pas contre quelqu'un. On le dit pour la Côte d'Ivoire. On le dit parce que quand le président parle d'injustice, parce qu'il n'y a pas eu de justice là, c'est l'injustice non pas seulement au niveau des crimes, hein, mais au niveau du renversement des valeurs. On a vu en Côte d'Ivoire des personnes parce qu'ils ont pris des armes, ils ont été ministres de la République, ils ont été premiers ministres, ils ont été présidents de l'Assemblée nationale. C'est un renversement de valeurs. On a vu des gens qui étaient des petits, des hommes de rang. J'ai pas envie de dire petits parce que ça peut peut-être insulter le métier des gens, mais peut-être des hommes de rang, des soldats de rang, qui étaient des sergents, hein, montés à des grades de colonels, de généraux, au mépris même de tous ceux qui ont sacrifié du temps, des études, hein, des carrières, des formations. Il y a eu un renversement de valeurs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on assiste à une dépravation des mœurs en Côte d'Ivoire, justement, mais ça trouve aussi son origine dans les effets de la rébellion. Comment est-ce qu'on aurait pu maintenant expliquer à un enfant, à un jeune homme, qu'il faut étudier, il faut aller à l'école pour obtenir telle ou telle position? Donc, c'est tout ça qui est l'injustice qu'il faut dire en Côte d'Ivoire. Et ça, le débat là, aujourd'hui, on va le faire. Et on est arrivé au moment de le faire. Voilà, il fallait pas le faire avant, il faut pas le faire après, il faut le faire maintenant. Et Maître Ati va passer sur tous les plateaux. Il y aura des émissions. Le but, c'est toujours de dire non au 4e mandat, en mettant la pression sur le pouvoir Ouattara, en mettant la pression sur tous ceux qui ont été acteurs, qui se sont autoproclamés acteurs ou autres de tous les événements en Côte d'Ivoire. Mais nous, notre rôle, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas de faire la justice, mais la justice se fera. C'est de dire aux gens qu'il faut aller à la justice. Et la justice qui est choisie là, c'est la Cour pénale internationale. J'ai entendu des gens dire que comment un homme qui est un panafricain comme le président Laurent Gbagbo peut parler de la Cour pénale internationale alors qu'on a des institutions africaines. Non, non. Là où l'affaire a commencé, c'est là-bas que ça doit se terminer. Non, non, on va pas tomber dans ce faux débat. Hein. Là où ça a commencé, là, c'est là-bas que ça doit se terminer. Et les gens vont y passer. Ils vont y aller. Qu'on le veuille ou non, ils vont y aller. Chacun va répondre. Chacun va aller. Et puis, si tu n'as rien fait, tu vas ressortir. Le président Gbagbo est parti. Il n'avait rien fait. Il est ressorti. Donc, il ne faut pas avoir peur de la justice. Et on dit aussi que c'est par exemple l'actuel chef d'État de Côte d'Ivoire, ok, vu que la CPI n'a pas de police pour aller chercher les gens, d'accord, qui doit donner ou pas, hein, livrer ou pas tous ceux qui auront des mandats, qui ont déjà des mandats, ceux qui sont déjà sous scellés. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais le simple fait qu'il y ait une pression et que chacun de nous parle de cette affaire, que la presse en parle, que Maître Ati en parle, ça rend la chose gênante pour le pouvoir Ouattara. Et il sera obligé de faire un geste. Mais mieux, tous ceux qui, je l'ai dit tantôt, tous ceux qui abritent dans leur pays des personnes qui ont été acteurs de ces événements-là, mais ça met aussi une pression sur eux. Donc, j'ai pas envie d'aller loin parce que le jeu politique va être très intéressant dans les petits jours à venir. Le jeu politique va être très, très intéressant. On va peut-être voir des remariages, vous parlez comme ça, juste pour vouloir se couvrir. Mais on va observer ça. On va observer ça. Parce que si tu n'es pas là où Ouattara peut te protéger, tu as découvert. Vous lisez entre les lignes de ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, notre rôle, le président Mabou nous a donné le feu vert. On doit parler de tout ce qui s'est passé. Non pas parce qu'hier on ne pouvait pas parler, mais parce qu'on estimait qu'on était peut-être à un moment du combat où, bon, il y avait des questions, comme le doyen Zara me le dit, des questions qui ne sont pas, comment tu me dis ça, Zara, qui ne sont pas principales, mais qui sont peut-être accessoires. Voilà. Mais aujourd'hui, les effets sont là. Voilà. Et ces questions-là deviennent aujourd'hui des questions principales. Et on va les traiter. Et c'est notre devoir de les traiter tous les jours. C'est-à-dire que si tu es un Gbagbo, si tu es le président Gbagbo, tu dois traiter de la rébellion, tu dois traiter des génocides, de tout ce qui s'est passé, du crime des gendarmes, de tous ces crimes contre l'humanité là. On doit les traiter tous les jours. On doit rendre, ils ont dit qu'ils allaient rendre le pouvoir du président Gbagbo ingouvernable. Notre façon à nous de rendre le pouvoir ingouvernable là, c'est de les emmerder avec la justice. Et on va le faire. On va le faire sans se retenir. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci Tanguy. En tout cas, le président a indiqué la posture à suivre. Nous, on est dedans. De toute façon, nous, on avait dévancé un peu aussi, hein. Mais le président Laurent Gbagbo, il sait où il va. Voilà. Zara, on est arrivé dans un Freedom. Bon, il y a une seule dame sur le panel, donc, galanterie oblige, hein. On va lui faire la place. Et puis, après, Zara va prendre la parole. Et puis, c'est ça, Freedom. Merci. Est-ce qu'elle est là, Marie-Jean là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Ouais, 5 sur 5. Ouais. Bonsoir à tous. Ah, Hans, ça va? Donc, toi, tu m'avais bloqué, quoi. Depuis là, tu m'avais pas débloqué. Toi, faut prendre tes calmants, hein. Voilà. Et si bon, pour te dire ça. Tanguy, comment tu vas? Bonsoir, Zara. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, il y a longtemps, je suis monté sur un panel comme ça et puis écouter les panels parce que on était un peu fatigué, on était dans le maquis aussi. Ben voilà, on a déporté notre combat ailleurs.
Eh bien, ça fait plaisir qu'aujourd'hui, on entende, voilà, un bon panel, hein, comme avant. Mais bon, moi, je vais dire que c'est vrai que le président Laurent Gbagbo, c'est un homme politique, hein, il a ses méthodes et puis il a sa période. Mais nous autres, on n'a pas voulu lâcher ça, je le dis, hein, parce que vraiment, ça a envoyé beaucoup de choses, mais nous, on n'a pas lâché la chose parce qu'on savait que vers la fin, le président Laurent Gbagbo parlerait de ça. Soros, c'est un rebelle. Les Kone Zakari, là, c'est des rebelles. On ne peut pas, voilà, bon, voilà, quoi. Le président parle aujourd'hui parce que il avale le président Laurent Gbagbo. Quand il parle quand avant il disait, quand il voulait un peu, voilà, il disait, mais c'est pas les enfants là, c'est derrière les enfants là, il y a d'autres personnes. Mais aujourd'hui, il le dit clairement, hein. Il cite les noms. Il cite les noms. Voilà. Et de façon claire. Il n'a peur de personne, il n'a peur de rien. Tous ceux-là, ils doivent être jugés. Parce que quand il parle du génocide, ouais, mais c'est trop grave. C'est trop grave. Et puis, c'est même pas les ouais seulement. Il y a les femmes d'Adjanou, il y a plein de personnes. Abidjan, à Yopougon, à Bobo, il y a eu plein de morts. Et ils sont là aujourd'hui, ils se pavanent. Et le 4e mandat est là. Donc, moi, je suis bien contente. Je suis heureuse même. Je suis heureuse que le président ait ouvert le débat et ça va nous permettre, nous les pro-Gbagbo, hein. Et on le disait, il fallait qu'on sache se retrouver. Et le président Laurent Gbagbo, avec sa lettre ouverte là, il a fait qu'on va se retrouver réellement. Et puis sans embâche, voilà, de façon claire et nette, parce que nous sommes les enfants de Gbagbo, nous suivons sa ligne directive. Bon, il y a d'autres nous les têtus là, c'est ça, voilà, nous les enfants de Gbagbo là, nous autres là, on est têtus et puis quelquefois, voilà, on insiste parce qu'on sait que le père, il va venir parler de ça un jour. Donc, moi, je suis vraiment contente. C'était juste un bonsoir. Voilà. Et puis, le mois de décembre, là, Hans, j'allais t'appeler, mais je préfère le dire ici, Tanguy, tout ça, vraiment, que ce mois-là soit un mois de prospérité, que ça soit un mois d'engagement réel, et que, voilà, tout ce qui s'est passé, c'est avant, et que la nouvelle année 2026, et qu'on puisse se retrouver, et puis voilà, quoi. Comme on était avant, en tout cas, je vous fais plein de bisous. C'était votre bonsoir. Voilà ce que je voulais dire. Attends, il y a applaudi. Depuis mon panel a commencé, il n'y a pas encore applaudi. Attends, ne descend pas d'abord, il y a applaudi d'abord. Merci beaucoup. Ouais, la vieille mère Marie-Jeanne, tu as salué tout le monde, tu as oublié ton petit Golden. C'est bien. Je dis, attends, je viens au Canada. Je viens au Canada, mais je compte venir en février. Je vais voir. Okay. Mais je serai ça tombe bien, ce sont mes vacances là. Ah, c'était vacances en février? Oui. Ah, je vais voir. Peut-être que je vais venir faire une semaine ou bien même 10 jours au Canada. Ok, pas de souci. Allez, merci à tous et puis bonne soirée. Zara, allez, bonne soirée à toi. Ciao. Ouais. Bonne soirée. En bas, hein, je serai en bas, je vous écoute parce que j'ai un peu sommeil là. Donc, ouais, Marie-Jeanne, bonsoir. Doyen, ouvre ton micro s'il te plaît. Oui, hein? Non, je suis fâché, hein, est-ce que tu es Comment ça? Non, après, tu me vois pas, tu t'inquiètes pas. Après, pas. Non, mais c'est que moi-même là, je suis rentré en brousse. Hein? Je suis rentré dans une période d'activité professionnelle très chargée, donc j'ai même pas le temps. Et puis en plus, ma santé a encore décliné là, donc je gère deux choses à la fois. D'accord. Donc voilà. Sinon, on va se voir là où tu connais pour qu'on parle. Ok. Je salue tout le monde, je salue Bobo, je salue Freedom, Golden, Tanguy, mon petit frère, le Wawayou National, je le salue. La Blouse, comment tu vas? Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir ouvert un panel sur la lettre du président Laurent Gbagbo. C'était important qu'il y ait une tribune pour en parler, pour parler de cette lettre-là qui engage tous les Ivoiriens, mais nous en particulier, qui nous engage dans le sens même de, n'est-ce pas, de la communication, de poursuivre. Nous devons poursuivre donc le message qui a été donné, nous devons le propager. Donc ça nous engage à bien des égards, parce que vous voyez, il y a en Côte d'Ivoire une sorte de, comme tu l'as dit, des primes aux contre-valeurs. Donc les choses qui sont les choses qui n'ont pas de valeur, les choses qui ne devraient pas être, ce sont elles qui sont, et ce qui devrait être ne sont pas.
Et ça, c'est bien dommage. On ne peut pas comprendre que la Côte d'Ivoire, un pays, ait connu ce que nous avons connu là, cette grave crise que nous avons connue, avec cette grosse injustice qui a été faite là, sans qu'on ne puisse véritablement démêler le nœud de la question. On ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On sait seulement que Alassane Ouattara, il a pris le pouvoir, mais on ne sait pas comment, parce que le pouvoir Ouattara l'a pris en avril 2011, mais on ne nous dit pas comment les choses se sont passées pour qu'il prenne le pouvoir. Et le comment doit partir de très lointain. Et on a même l'impression, on a même l'envie même de dire du moyen lointain, parce que si on veut aller dans le très lointain, ça va être, mais le moyen lointain, c'est-à-dire que les éléments qui sont, qu'on peut appeler des éléments qui ont créé, qui sont dans l'immédiat de la réalisation de la forfaiture, c'est en fait la rébellion. C'est la rébellion parce que les rebelles n'ont pas fait mystère de leur but. Ils ont pris les armes pour que Alassane Ouattara soit candidat. Et il y a des chefs rebelles qui l'ont proclamé. Il y a des vidéos qui existent. Et ce ne sont pas des chefs rebelles qui ne sont pas des moindres. Ils l'ont proclamé. Il y a un même qui a dit que c'est Alassane Ouattara qui leur a envoyé de l'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, les soutenir lorsqu'ils étaient dans la rébellion. Il y a un autre rebelle, chef rebelle, qui dit que non, c'est lui qui était le grand patron de la rébellion et que au commencement de la rébellion, il a reçu plusieurs millions de francs CFA de la part d'un Libanais. Aujourd'hui, le moment est arrivé pour que ce Libanais-là, ces personnes-là qui ont participé de façon active, qui ont participé de façon directe, de façon indirecte, mais il faut que ces personnes-là puissent être démasquées pour que la lumière soit faite. Parce qu'on ne peut pas partir de pertes à profit toutes ces pertes humaines-là, toutes ces pertes en vies humaines-là. On nous dénombre 3000 personnes qu'on a perdues, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça dans le village d'Adeben à Sassandra. On ne nous a jamais dit. Je ne sais pas si le dénombrement macabre qui a été fait, ils ont compté ceux qui ont perdu la vie là-bas. Dans le village des Baba à San Pedro, le village qui a été complètement rasé, qui aujourd'hui abrite comment on appelle ça, la prison civile de San Pedro. On ne nous a jamais dit combien de personnes on a perdu dans ce village-là. Donc, il est important qu'on puisse faire la lumière de ces choses-là. Les gens nous disent que non, c'est derrière nous. Non, ce n'est pas derrière nous. Ce n'est pas derrière nous. Je veux apprendre à certaines personnes que il y a des gens qui ont participé, n'est-ce pas, au nazisme aux États-Unis, en Allemagne avec Hitler, avec le vieux barbu allemand, qui ont participé au nazisme. Mais ces gens-là, il y a certains qui continuent encore d'être traqués, les survivants, on continue de les traquer. Il y a un monsieur qui est allé en Argentine, il a changé d'identité, tout, mais il a été retrouvé, il a été condamné. Eichmann a été attrapé, il a été retrouvé, il a été récupéré, et puis ils l'ont jugé à Jérusalem pour ce qu'il a fait, pour sa participation dans ce qui s'est passé en Allemagne. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce qui s'est passé est derrière nous, et puis au nom de oui, il a construit des ponts, il a fait ceci, il a fait cela, donc il faut qu'on laisse tomber. On peut pas laisser tomber. Parce que aucune vie ne mérite d'être éliminée pour qu'on puisse faire, ne serait-ce même que, enfin, même s'il faut, mais ne serait-ce construire même des buildings, construire tout, aucune vie ne mérite d'être effacée pour qu'on le fasse. Donc, je vais dire que cette lettre du président Laurent Gbagbo là, elle va recentraliser le problème. Non seulement elle va recentraliser le problème, mais elle va recentrer la question. La question sera recentrée et le problème sera recentralisé. Il faut que nous prenions la mesure de tout ce qui s'est passé et tous ceux qui ont été impliqués. Parce que en fait, aujourd'hui, on nous dit que oui, moi j'ai entendu, enfin, je n'ai même pas entendu parce que je suis même plus cette chaîne-là, mais il paraît qu'il y a une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire qu'on appelle Live TV, où une certaine chroniqueuse aurait dit que l'acquittement du président Laurent Gbagbo ne signifie pas qu'il était innocent. Bon, ce débat juridique-là, je pense même pas qu'elle soit à mesure de pouvoir le mener. Mais on veut que l'autre camp, qui n'a pas encore été acquitté là, aille à la Cour pénale internationale pour faire l'expérience d'un procès. Et puis, on va aussi acquitter cet autre camp-là. Et puis après, maintenant, tous les acquittés vont s'asseoir pour dire que bon, puisque nous tous on a été acquittés, et que l'acquittement, selon elle, ça signifie pas qu'on a été innocent. Comment on cherche maintenant les coupables? Comment on fait pour faire le distinguo entre les coupables et puis les innocents? Voyez-vous, les gens ne vont pas nous abêtir. Ils vont pas nous chosifier. Ils vont pas se foutre de notre gueule parce que ils ont la possibilité de parler devant les écrans. Ils ont la possibilité de parler dans une chaîne de télévision. Donc, ils vont se foutre de la gueule des Ivoiriens. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, il a subi un procès. Ce procès a duré 6 ans. 6 ans de procès. Mais bien avant ça, il a fait 2 ans sans procès. Et tout ce temps-là,
les gens ont eu le temps. D'abord, la première fois que le président Laurent Gbagbo rentre à la CPI, les chefs d'accusation, quand on les feuillette, quand on leur demande, on leur envoie tout ce qu'il faut, mais le juge d'instruction, quand il envoie les gens se rendent compte que les faits n'étaient même pas établis. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'éléments pour pouvoir poursuivre le procès. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on devait même libérer le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que dès les 6 premiers mois, le président Laurent Gbagbo devait être libéré. Mais la CPI leur a donné une autre occasion d'aller chercher encore d'autres preuves. Ils sont partis, ils ont bréché, ils ont fouillé, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils sont revenus. Quand ils sont revenus, les faits juridiques ont été requalifiés. Les faits juridiques ont été requalifiés. Moi, j'ai suivi le procès de bout en bout. J'ai suivi le procès du président Laurent Gbagbo de Charles Blé Goudé de bout en bout. Les faits ont été requalifiés. Dans cette réqualification des faits-là, qui devait véritablement concourir à la culpabilisation du président Laurent Gbagbo, on en est sorti que tous les accusés, tous les témoins de l'accusation sont passés. Ils étaient au nombre de 82. Tous les témoins sont passés. Il restait maintenant autour des témoins de la défense. Le tribunal a estimé que même avec les arguments, avec les éléments que les témoins de l'accusation ont apportés, il n'y avait pas lieu de continuer le procès. Il n'y avait pas lieu de continuer le procès. C'est-à-dire qu'avec eux-mêmes leurs éléments d'accusation, le procès n'a pas eu lieu. Le procès n'a pas été, on n'a pas continué le procès. Ils ont décidé de pouvoir. Parce que, et moi, j'ai été fâché. Je n'étais pas content qu'on n'ait pas continué le procès. Parce qu'il aurait fallu qu'on laisse la possibilité à l'accusation, à la défense d'apporter ses témoins aussi. Et c'est là que le procès que le président Laurent Gbagbo demande aujourd'hui, là, c'est là que ça laisse faire. Parce que le président Laurent Gbagbo, dans sa première intervention à la CPI, a dit, c'est la France qui a fait le travail. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le président Laurent Gbagbo a dit. C'est en là que je voulais venir sur mon deuxième tour. Voilà. Merci. Il a dit, c'est la France qui a fait le travail. Et à partir de ce moment-là, les gens ont compris qu'il allait avoir une bombe qui allait éclabousser non seulement les acteurs directs, les acteurs indirects, mais les commanditaires. Et donc aujourd'hui, dans le courrier du président Laurent Gbagbo, il n'a pas lésiné sur les moyens, il n'a pas été avare en mots, il a cité les gens. On a les acteurs directs, ceux qui se sont montrés comme étant des rebelles. Certains même ont pris leurs responsabilités, ont écrit un bouquin pour dire pourquoi ils sont devenus rebelles. Il a cité le nom de Soro Guillaume. Il a cité le nom de Nicolas Sarkozy. Il n'a pas manqué de dire, il a cité le nom de Nicolas Sarkozy. On sait que Soro Guillaume n'était pas celui qui avait les armes pour aller faire les combats. Mais Soro Guillaume était le chef de la rébellion. Donc, il y a les chefs militaires qui sont là, qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité. Et on veut nous faire croire qu'il n'y a pas une alliance, il n'y a pas une confusion entre la rébellion et Alassane Ouattara. Non, il y a véritablement une confusion. Il y avait un maillage entre la rébellion et Alassane Ouattara. Mais, au-delà de ça, il y a même un chef rebelle. Il y a un chef rebelle qui n'a pas manqué de dire que cette rébellion-là, elle portait le sceau d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire que c'est Ouattara qui était le motivateur de cette rébellion. Résultat de ce course, on se retrouve dans la phase d'attaque rebelle directe contre les positions des forces de défense et de sécurité. On se retrouve avec tous ceux qui sont aujourd'hui avec Alassane Ouattara. Thio Fosier, Koné Zakaria, eux tous ils étaient là-bas. Comment se fait-il que finalement, eux, ils font une rébellion, eux, ils font une tentative de coup d'État, et quand ils réussissent, entre guillemets, ils réussissent à enlever le président Laurent Gbagbo au pouvoir, mais le chef rebelle ne prend pas le pouvoir, et c'est Alassane Ouattara qui prend le pouvoir. S'il en est ainsi, c'est parce que tout a été fait pour Alassane Ouattara. Et c'est ce qu'on va démontrer. Voilà. Et c'est parce qu'il y a eu cette rébellion, c'est parce qu'il y a eu cette agression sauvage de la Côte d'Ivoire que Alassane est au pouvoir et que Ouattara a fait un deuxième mandat d'abord qui était anticonstitutionnel. Parce que Alassane Ouattara n'était pas éligible. Il a fait le deuxième mandat sous l'empire de la Deuxième République. Or, dans la Deuxième République, il était stipulé dans la Constitution que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être né de pères et de mères eux-mêmes ivoiriens. Je voulais rappeler à la mémoire de ceux qui l'ont perdu pour une raison ou pour une autre que la première candidature d'Alassane Ouattara fut une candidature exceptionnelle. À partir de ce moment-là, cette candidature-là n'était valable que pour cette élection. Et la deuxième élection à laquelle il participe, il n'y avait pas droit parce que les mêmes conditions qui empêchaient Ouattara d'être candidat étaient encore là. La Constitution n'avait pas été changée. La Constitution a été changée
en 2016, c'est-à-dire qu'un an après l'élection présidentielle de 2015. Ça veut dire qu'il ne devait pas être là. Donc, son deuxième mandat, même, il est anticonstitutionnel. Alors, que dire du troisième mandat? Et si on parle du troisième mandat, on parle après du quatrième mandat. Et eux-mêmes, aujourd'hui, ils n'ont pas honte de le dire. Il me semble, moi, je n'ai pas suivi... les gens parlent d'investiture. Moi, je pense plutôt que c'était une intronisation. Voilà, je n'ai pas suivi parce que c'est pas chaud, ça c'est pas chaud, c'est une intronisation. Je n'ai pas suivi, mais apparemment, dans les discours, il y a quelqu'un qui a parlé de 4 mandats dans l'Assemblée Ouattara. Donc, eux-mêmes, inconsciemment, mais ils savent qu'il est dans son 4e mandat. Mais 4e mandat, pourquoi ce n'est pas acceptable? Mais c'est parce que l'esprit de la Constitution de 2020, l'esprit de la Constitution voulait que une personne ne puisse pas faire de façon indéterminée des mandats présidentiels. Il fallait limiter les mandats présidentiels à 2 pour une personne. Et ce même esprit-là a prévalu dans la Constitution de la 3e République. Donc on ne peut pas dire. Alors quand on leur demande, vous avez fait combien de mandats au total? Ils disent, on est dans le 4e. Mais si vous êtes dans le 4e mandat, mais c'est ce que l'esprit de la Constitution ne voulait pas. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'injustice. C'est une forme d'injustice. C'est-à-dire que la justice a été foulée aux pieds. La justice a été foulée aux pieds. Par Alassane Ouattara, depuis qu'il est rentré, la justice a été foulée aux pieds. Et la justice, comme le dit le premier l'homme qui a écrit le premier livre de sciences politiques, Platon, il dit que la justice est mère des désordres. Donc, si la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui dans ce désordre-là, dans ce désordre institutionnel, mais c'est parce que à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui a fait un mariage avec l'injustice. Il s'est marié à l'injustice et il s'est fondu dans l'injustice. Lui et l'injustice ont fait un. Voilà. Donc, c'est cette injustice-là qu'il va falloir démêler afin que on puisse mettre de côté ceux qui sont dans l'injustice et puis la justice va permettre à la paix de pouvoir venir. C'est le sens du courrier du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo ne fait pas ce courrier-là pour redevenir président de la République. Ce n'est pas l'intention de ce courrier-là. Mais il fait ce courrier-là pour que ce qui n'a pas été fait soit fait. Ce qui n'a pas été fait soit fait. On ne peut pas avoir jugé des gens. On ne peut pas avoir mis des gens en prison parce qu'il y a encore des prisonniers des événements de 2002, de 2011 qui sont encore en Côte d'Ivoire. Il y a encore des prisonniers. Donc, on ne peut pas avoir mis des gens en prison, des gens qui ont défendu la République. Et puis, laisser les choses comme ça. Parce que Ouattara a fait des ponts. Parce que Ouattara a fait ceci. Non, c'est pas ça le sens. C'est pas ça le sens de la politique. Donc, cette question que le président Laurent Gbagbo pose là, elle arrive au bon moment. J'ai entendu ma sœur, Marie-Jeanne Tagbo, dire que oui, voilà, eux, ils pensaient à ça, tout. Bon, genre, c'est eux qui avaient raison. Moi, dans toutes mes interventions, j'ai toujours dit, que ce soit en politique ou bien dans la vie de tous les jours, la question des principes que chacun doit se poser. Quelle est l'opportunité de l'acte que je pose? Quelle est l'opportunité de l'acte que je pose? Et au moment où le président Laurent Gbagbo pose cet acte-là, il y a une opportunité. Il y a une raison valable de poser cet acte-là. Et cette raison valable-là, nous voyons ça clairement. Au moment où les gens voulaient qu'on pose ce problème-là, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'opportunité à le faire. Il n'y avait pas d'opportunité à le faire. Maintenant, chacun peut voir l'opportunité à sa porte. Mais je pense que si le président Laurent Gbagbo a décidé de le faire maintenant, c'est parce que c'est le bon moment. Et moi, je pense que c'est le bon moment. Au moment où Alassane Ouattara pense qu'il va faire son 4e mandat, et que dans son 4e mandat, il dit déjà qu'il va préparer son 4e mandat est un mandat qu'il met sous l'égide du, comment il appelait ça là, de quoi générationnel. Donc voilà, quel mot il a utilisé la générationnelle là? Il utilise ça toujours. Voilà. Donc, au moment où il le dit, on met un coup de saumon sur sa tête. Oui, pour lui dire que il y a un procès. Il faut qu'il y ait un procès. Et on vient même jeter le trouble dans son investiture. Voilà. On jette la transmission générationnelle. Vous voyez, là encore, c'est parce qu'en fait, Alassane Ouattara, il ne se comporte pas comme un chef d'État. Il ne se comporte même pas comme un président de la République. Il se comporte, en fait, comme un empereur. C'est lui qui décide que la génération à laquelle il appartient doit partir.
Or, lui, il est encore là. Lui, il est encore là. Quand il parle de transmission générationnelle, là, c'est quelle génération qui va céder la place à l'autre génération? C'est lui, sa génération, mais dans sa génération, là, ils sont combien? Il y a qui maintenant qui est là? Il est le seul qui fait partie de ce qu'il appelle sa génération. En fait, Ouattara, en 1000 mots, comme de la gueule des Ivoiriens. Non, c'est pas la peine, Marie-Jeanne, c'est pas la peine de répondre. C'était juste une parenthèse que j'ai ouverte et puis je l'ai refermée rapidement. Je veux dire que Ouattara, il veut se foutre de la gueule des Ivoiriens en parlant de transmission générationnelle. Parce que ce n'est pas lui, en tant que chef d'État, en tant qu'Ivoirien, citoyen comme tout le monde, qui doit décider que c'est une autre génération qui doit prendre le pouvoir, ou bien c'est telle personne qui doit prendre. C'est pas lui qui décide ça.